Moi, je suis passionné d'entertainment et j'ai eu quelques aventures avec plus ou moins de succès dans ma carrière dans ce secteur-là. Et à un moment ou à un autre, je pense que j'y reviendrai. J'avais un job confortable, j'avais un salaire de dirigeant de boîte, j'avais la confiance de mon boss, tout allait bien. Mais j'ai quitté une boîte pour réaliser mon rêve. Donc là, je me suis dit, faut que je parte. J'avais pas d'idée précise, je voulais juste remonter un truc seul. Et donc j'ai monté Excelsior, où on se trouve actuellement. Ce que tu n'écris pas, il ne peut pas se réaliser. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Débrouillard. J'ai un super guest aujourd'hui, Stéphane Boucris. Salut Stéphane. Hello Guy. Ça va? Ça va et toi? Super. Je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que pour moi, tu es un profil assez atypique au vu de ton parcours, de tout ce que tu as fait, de ta liberté. C'est comme ça que je définirais le plus ton parcours jusqu'ici. Je t'ai donné à chaque fois la liberté d'oser des trucs qui, pour le commun des mortels, seraient un petit peu à la limite à la limite du politiquement correct. On va parler de tout ça, on va parler de faitmesdevoirs.com, de Rentability Web, de ton côté aussi créatif, les spectacles que tu as eu à coécrire. En tout cas, on va parler de ce qu'on peut parler parce que je sais qu'il y a eu des segments sur lesquels tu ne peux pas forcément t'exprimer pour des questions juridiques. Mais ce que je te propose dans un premier temps, mon cher Stéphane, c'est de te présenter succinctement. Sans problème. Donc moi, je suis Stéphane Boucris, j'ai 38 ans, je suis marié, père de 2 enfants et je suis un rêveur tout simplement. C'est-à-dire que j'ai des rêves dans ma vie, j'essaie de les réaliser. Et après, on peut me définir de plein de manières. Donc je suis un entrepreneur principalement, j'aime bien me définir comme un créatif comme tu me l'as dit. Et j'ai 1 milliard de passions. Je suis marathonien en ce moment, je suis marin puisque je fais du bateau assez régulièrement. Je suis ancien éleveur de poules, de gallinacés. Je suis pizzaiolo, j'ai été formé en Calabre, donc plein de casquettes un peu différentes et un peu originales. Et voilà, et je me considère comme family first. Donc quand il y a un choix à faire, je fais toujours passer la famille avant le reste. Yes. Éleveur de poules? Ouais, j'étais éleveur de poules, de gallinacés chez moi à Neuilly. J'avais un élevage de poules qui donnaient des œufs quasiment tous les jours. C'est assez marrant. Un épisode marrant de ma vie. C'est quelque chose que tu fais toujours J'ai arrêté malheureusement parce qu'en fait je suis à côté de la Seine et t'as beaucoup de rats qui passent et comme la nourriture tu la jettes au sol, ça a attiré les rats et donc ma femme m'a dit c'est fini les poules. Mais pendant quelques années j'ai élevé des poules en région parisienne. Top, c'est incroyable, c'est tellement pas logique. Ouais. Et du coup toi tu viens d'où? Alors moi je suis né à Paris, je suis né même à Neuilly, c'est une ville à laquelle je suis très attaché. J'ai grandi dans j'ai le porte-maillot dans le 17e et j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique puisque finalement j'ai pas vraiment réussi mes études. J'ai changé plusieurs fois d'école, j'étais dans le privé, après j'ai rebasculé dans le public et ça a pas été très simple. Et ensuite après le lycée, j'ai fait une école de commerce post-bac qui s'appelle l'ESSEC BBA, le BBA de l'ESSEC, la grande école, mais je suis pas rentré par la grande porte vu que j'ai pas fait les classes préparatoires. Et ensuite, j'ai fait un master à l'ESCP juste après, qui s'appelle Innover et Entreprendre, donc qui forme encore plus à l'entrepreneuriat. J'ai fait un peu d'études dans la Silicon Valley, j'ai été étudiant à San José. Et ensuite, j'ai monté ma première start-up. C'était quoi, un programme d'échange Alors, oui, c'était un programme d'échange tout à fait. J'étais à San Jose State University, dans la Silicon Valley, le berceau de la Silicon Valley. San Jose, c'est là où tu as le siège de eBay, de Adobe, tu as plein de boîtes sympas de Silicon Valley. Et c'est là où on t'apprend à te tromper, à te planter et que c'est pas si grave, quoi. Yes. Qu'est-ce que tu en retires? T'as fait combien de temps là-bas? 1 an. Et du coup, Mais c'était une année extrêmement formatrice, beaucoup plus que les 20 autres que j'ai pu passer en France. Déjà parce qu'on n'avait que 2 jours de cours, donc j'ai pu avoir une vraie vie. Ceux qui nous écoutent peut-être ont fait ça, mais les échanges universitaires, c'est incroyable. C'est souvent la première fois que tu es un peu livré à toi-même. Tu sors du cocon familial, tu découvres un peu la vie. Donc 2 jours de cours, donc 5 jours où tu n'as pas cours. On voyageait un peu partout aux États-Unis, on rencontrait du monde et je me suis fait un petit peu un réseau dans la Bay Area que j'ai encore aujourd'hui
avec des Américains principalement qui bossent aujourd'hui chez Apple, chez Google ou autre. Donc c'est cool. Yes. Est-ce que au moment où tu rentres en France après cette expérience, tu te vois déjà comme un entrepreneur ou Alors moi, je suis fils et petit-fils d'entrepreneurs, donc je me suis toujours eu cette fibre entrepreneuriale en moi. Mais la vraie naissance de l'entrepreneuriat chez moi, c'était quand j'étais en stage chez Warner Bros. J'étais dans la division Warner Bros. Consumer Products. En fait, c'est les produits dérivés. Donc en gros, c'est tous les produits que tu peux trouver dans les boutiques de jouets, dans les supermarchés ou autres, d'ailleurs dans les jeux vidéo, qui contiennent les licences du portefeuille Warner et DC Comics et autres. Donc en gros, les stylos Titi, les skis Batman, la trottinette Tasmania, ce genre de choses. Et j'ai fait un stage qui devait durer 1 an et j'ai coupé le stage à 6 mois. Et il y a pas mal de choses qui me dérangeaient. Et une des choses qui m'a beaucoup dérangé, c'était qu'on était une fois réunis, on devait être en octobre, on a été réunis un vendredi matin et la présidente de la société nous dit voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que vous avez atteint tous les objectifs, donc félicitations. Donc là, tout le monde se met à applaudir, c'est super, on est content, c'est la fête. La mauvaise, c'est que vous avez atteint les objectifs et qu'il va falloir s'arrêter de bosser dès maintenant. Parce que si vous facturez plus, l'an prochain, les US vont me demander de faire beaucoup plus. Donc arrêtez-vous de bosser, j'ai pas envie que l'an prochain on ait des objectifs inatteignables. Et là, ça a été le wake-up call, le Sputnik moment. Je me suis dit, mais c'est dingue. On est dans une boîte américaine et tout, pro-business normalement, et on nous demande de s'arrêter parce que finalement, sinon, on va nous demander plus l'an prochain. Et je trouvais ça super contradictoire. Et moi, je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver dans ces grands groupes-là et j'ai envie d'entreprendre. Sky is the limit. Si on peut aller sur la Lune, on va sur la Lune, on va pas s'arrêter dans les étoiles. Ça t'a choqué en fait? Et ça m'a choqué complètement. Parce que finalement, on bossait énormément, c'était super gratifiant, on avait plein de projets et la boss nous aidait à arrêter les projets parce que j'ai pas envie qu'on m'en demande trop l'an prochain. Et c'était assez fou. Et c'était en 2000, je dirais 2003, 2004, quelque chose comme ça. Donc il y a pas mal de temps. Quasiment 20 ans. Et ça m'a marqué. Et à partir de ce moment-là, ça a confirmé le fait que j'allais devenir entrepreneur. Et que je réussisse ou que j'échoue. Et d'ailleurs, j'ai commencé par échouer avant d'avoir quelques réussites par la suite. Yes. Du coup, c'était quoi le premier truc que tu as lancé? En fait, c'est la seule boîte par laquelle tu as été en Ouais, j'ai été salarié chez mon père, j'ai dirigé un vidéoclub pour gagner un peu d'argent de poche. J'avais des clubs comme à l'époque là avec les cassettes. Je sais pas quel âge, t'as quel âge, Guy? Moi, je viens d'avoir 30 ans. Ok, t'as pas connu les vidéoclubs? Dans mon pays, au Cameroun, on avait comme ça des salles de vidéoclubs. C'était mais vraiment magnétoscope quoi, des grosses cassettes. Et c'est exactement ça. Après, on a connu les DVD, mais moi j'ai commencé sur les cassettes VHS. Ça fait un peu vieux con pour ceux qui nous écoutent, mais c'est pas grave. Il y avait un vidéoclub qui n'existe plus qui s'appelait JDK Vidéo, un peu comme Blockbuster aux États-Unis. Un type qui s'appelait Philippe Delmé qui m'avait recruté les soirs et week-ends. Et c'était génial parce qu'en fait, je pouvais regarder tous les films que je voulais. Et à l'époque, gratuitement. Alors ça paraît fou aujourd'hui, t'as le streaming, t'as le piratage, t'as tout ce que tu veux. Mais à l'époque, t'avais rien de tout ça. Donc il fallait attendre sur Canal+, les films 6 mois après leur sortie, 6 à 9 mois après leur sortie. Et après Canal, il fallait encore attendre 6 mois. Quelque chose comme ça. Il fallait avoir l'abonnement Canal aussi. Il fallait avoir l'abonnement qui coûtait cher. Alors que là, tu avais accès à des milliers de films, tu avais accès à tout le catalogue. Et donc, je passais mon temps, il n'y avait pas beaucoup de clients, à regarder des cassettes vidéo et après des DVD. Et c'était super. Et ça m'a formé un peu aussi au commerce. Donc, mais ça, c'était un petit boulot. C'était pas de l'entrepreneuriat en tant que tel. Mais ça m'a beaucoup appris, en tout cas, sur le sens des gens, sur le commerce. Donc, Warner Bros, mais sinon, j'ai pas connu d'autres expériences vraiment en entreprise. On ressent un petit peu le côté créatif qui vient justement dans ta façon de communiquer. Quand on te suit, tu fais beaucoup de références justement à la filmographie. Et peut-être c'est de là que ça te vient un petit peu. Moi, je suis passionné d'entertainment. J'ai eu quelques aventures avec plus ou moins de succès dans ma carrière dans ce secteur-là. Et à un moment ou à un autre, je pense que j'y reviendrai. Là, je suis dans le numérique. Ça se passe très bien. On va parler d'Excelsior. Je touche du bois. On est du bon côté de l'économie. On va dire ça comme ça. Mais à un moment ou à un autre de ma vie, dans ma bucket list, la liste des choses que tu fais avant de mourir, j'aimerais finalement refaire un projet dans l'entertainment. Produire un film, une comédie musicale, on verra. Mais j'aimerais bien, avant de partir, faire un truc comme ça, quoi. Yes, on va reparler tout à l'heure. Du coup, on parle de ta première expérience. Staff? Bien sûr, Staff avec 2 A et 2 F. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est le nom le plus débile qu'on puisse trouver pour une société parce que quand tu veux, en fait, je me suis rendu compte que le nom de ton entreprise
il doit évoquer quelque chose tout de suite à quelqu'un. Tu vois, là, c'est le podcast des brouillards. Si j'en parle à quelqu'un, il a retenu des brouillards, il va rentrer chez lui, il va le taper, il va le trouver sur Google. Moi, ma boîte s'appelait Staff avec 2 A et 2 F. C'était très compliqué. Les gens ne savaient pas comment l'écrire. J'envoyais du trafic à toutes les boîtes qui s'appelaient Staff avec 1 A et 2 F, qui était la bonne orthographe. Mais j'étais pris de ce délire-là, comme Yahoo, Google à l'époque, de doubler la voyelle. Et c'est tellement fou comme nom que la personne qui me rachètera la société fera une faute d'orthographe sur le chèque en faisant Staff avec 1 A et 2 F, le vrai orthographe. Alors que moi, c'était 2 A et 2 F. Donc, donc pour ceux qui nous écoutent, un petit conseil, choisissez des noms qui sont simples. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours choisi des noms où, tu vois, faitmesdevoirs.com dont on va parler, 2heursavant.com, Ametix, c'est des noms. Globalement, tu sais l'écrire. Les gens vont pas faire de faute en l'écrivant. Et donc, Staff, c'était une marketplace de services à domicile. On connectait l'offre et la demande dans les services aux particuliers, en plein boom des services à domicile. Et en 2007. 2007, tout à fait. Et pour ça, j'ai des gens qui tapent sur Internet, qui recherchent. Comment? Il y a des gens qui recherchent ce genre de prestations sur Ah, Internet. mais c'était la folie en fait. On était en pleine période en France du chèque emploi service universel, le CESU, où tu peux payer ton aide à domicile avec des moyens défiscalisés. C'était vraiment le boom des services à domicile. Et j'ai eu cette idée d'ailleurs dans la Silicon Valley, en parlant avec des gens de chez eBay, qui lui fait qui est une marketplace de produits. Moi, c'était une marketplace de services. Tu bookes ta nounou, ton cours de maths, du bricolage. Sauf que une marketplace, déjà, il faut avoir l'offre et la demande au même endroit, au même moment, quand tu fais des services. Et il faut avoir une masse critique qui est très importante. Et la chance, c'est que j'ai réussi à être le deuxième annonceur sur Facebook en France. Donc, je payais un CPC qui était extrêmement bas. Je payais 1 centime le CPC. Et donc, j'ai réussi à me faire une base extrêmement forte avec 50 000 prestataires de services. Malheureusement, c'était compliqué. Le business était long à démarrer. Ça t'a coûté combien? Pas grand-chose, du coup. Pas grand-chose. J'avais mis peut-être 10 000 euros, un truc comme 10 ou 15 000 euros, parce qu'il était beaucoup à l'époque, ce qui était toutes mes économies depuis tout petit, en fait. Mais les 50 000 par les canaux traditionnels, c'est... Ah, rien du tout. À raison de 1 centime le clic, ça convertissait tout le CAC, en gros, le coût d'acquisition client était extrêmement faible. Mais c'était pas l'Eldorado, parce que quand tu es un élève à Paris et que tu cherches un cours de maths et que le prof est à Strasbourg, ça marche pas. Alors que quand tu vends une PlayStation, si toi tu es à Strasbourg, je suis à Paris, ça marche. Donc c'était la grosse différence avec eBay. Et donc c'est un business qui n'a pas vraiment décollé. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire ce genre de business après et ça n'a jamais vraiment décollé. La marketplace de services à domicile. Personne n'a jamais vraiment. J'ai la sensation que c'est un truc plus local pour pouvoir percer. Plus local. Il y a eu Kijiji, il y a eu Douéo, tu as eu beaucoup de boîtes qui ont essayé de se lancer, mais pas simple. Alors il y a des trucs de petites annonces, mais marketplace où tu peux réserver en ligne, c'était peut-être la fausse bonne idée. Dans mon malheur, j'ai appris un peu le business. J'ai appris C'est toi qui as annoncé sur le business manager. C'est moi qui ai tout. Il n'y avait rien en fait à l'époque il n'y avait pas. Ça faisait à peine 2 ans que Facebook existait, donc il y avait rien du tout. Personne pour. Il n'y avait pas de groupe Facebook, nous je sais pas quoi où tu peux trouver quelqu'un, donc c'était assez marrant. On était pionniers là-dessus. Maintenant, j'ai pas fait le chiffre d'affaires que je voulais. J'ai remporté quand même la BFM Academy, c'est un peu la Star Academy des entrepreneurs en France. Donc ça a été assez sympa. Ouais, j'ai reçu justement Jackie Zedchamp de Paris Fashion Shops qui était lauréat en 2019. C'est un concours qui donne quand même assez de lumière. Je crois qu'il y a aussi du cash, tu reçois du cash. Ouais, 100 000 euros c'est un espace publicitaire sur BFM, mais c'était sympa. J'ai appris les levées de fonds, même si j'en ai pas fait. J'ai appris la presse, mais malheureusement, ça fonctionnait pas plus que ça. Et un jour, mon père, le jour de mes 25 ans, il me dit « Stéphane, t'es gentil, mais je peux pas te financer éternellement. Donc, en gros, tu auras toujours un toit et tu seras toujours chez toi, nourri, logé, blanchi, mais tu auras plus d'argent de poche. On te coupe les vivres. » Et à ce moment-là, je me suis mis à vendre de la publicité, des encarts publicitaires sur mon site qui avait un peu d'audience. Mais ça marchait pas plus que ça. Et donc, j'ai dû me mettre à donner des cours particuliers le soir et le week-end pour gagner ma vie parce que j'avais plus d'argent de poche et j'avais à l'époque une copine qui me coûtait un petit peu cher. Et donc, je me suis dit, on a tous connu ça. Ah, mais c'est chaud quand même. Et donc, j'étais entrepreneur le jour. Ah ouais. Mais c'est ça, je sortais et tout. Et donc, à un moment, le soir, il fallait aller au resto, etc. Et moi, j'avais pas d'argent. Et donc, je me suis mis à donner des cours particuliers le soir, le week-end à des enfants fortunés du 16e, de Boulogne, de Neuilly. Mais Staff était toujours là? Staff, ça marchait, c'était mon activité de la journée, mais ça faisait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, mais c'était même pas assez pour se payer un vrai salaire avec les charges et tout. Et le soir et le week-end, donc je donnais des cours particuliers.
Et à un moment, je me retrouve chez les enfants d'Albert Cohen, qui est un gros producteur de comédie musicale. Et un de ses enfants me dit, Stéphane, écoute, j'ai pas compris ce que tu viens de m'expliquer pour mon devoir de maths. Fais-moi mon exercice et tu seras quand même payé, on dira rien à mon père. Et c'est là que je lui ai fait son exercice de maths, il a eu 17 ou 18. Et je me suis dit, c'est marrant, si tous les enfants pensent comme... Mais est-ce que quand il te dit ça, est-ce qu'à un moment, tu as eu un côté un petit peu, ah non, c'est pas quoi. Ouais, pendant 30 secondes. Non, en fait, Victor, en fait, il est comme moi, il est hémisphère droit, il est créatif, il n'était pas fait pour faire des maths. Et on avait passé toute la soirée, il commençait à se faire tard et tout, et je me suis dit, bon, je lui fais son exercice de maths. Et je suis sorti de là avec une enveloppe dans ma poche où il y avait peut-être 200 ou 300 euros pour, voilà, ce que je touchais en quelques jours, en fait. Et je gagnais, je sais pas, 2-3 000 euros par mois, donc beaucoup plus que ce que je gagnais en entrepreneur. Et donc, je me suis un peu pris au jeu des trucs à domicile, ça reste à domicile moi-même. Et donc, je me suis dit, si tous les enfants pensent comme lui, on tient un business, on tient quelque chose. Et avec mon développeur de staff, qui était un développeur à mi-temps qui bossait pour moi, je lui ai dit, on va lancer un site qui va s'appeler faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place. Et je suis sûr que dans l'eau, il y aura quelques personnes. Il n'y a pas plus clair que staff, là, en termes de nom. Fais mes devoirs, au moins, on sait de quoi il s'agit. Et là, donc, j'ai fait un petit communiqué de presse, j'ai fait un peu de... Mais bon, il y a TechCrunch à l'époque, TechCrunch France, ça n'existe plus, mais c'était TechCrunch France qui avait fait un article. Ça avait un peu buzzé, mais pas plus que ça. Et à un moment, tu as un journaliste du Parisien, Vincent Mongaillard, qui m'appelle et qui me dit on aimerait faire un truc sur Fais mes devoirs. Je dis bah, allez-y. Et je ne mesurais pas le poids du journal Le Parisien. Je n'arrivais pas à mesurer à quel point c'était impactant dans la vie des médias français. C'est un peu le journal pilote qui pilote l'opinion aujourd'hui en France. La plupart, ils vont aller justement prendre l'information comme source là-bas. Exactement. Souvent, tu entends sur BFM selon Le Parisien et tout, parce que c'est un journal qui est extrêmement prescripteur. C'est pas un journal qui est plus smart que les autres, c'est juste un journal qui est la photographie de la France d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'en province, ça s'appelle Aujourd'hui en France. C'est le même journal que Le Parisien. Et donc, si tu veux, j'ai fait cet article du Parisien et le lendemain matin, j'ai eu 20 journalistes, Le Figaro, Le Monde, TF1, qui attendaient dans le couloir. Donc, tout le monde voulait parler et c'est là que le buzz a commencé. Et le site n'était pas lancé, le site serait lancé 3 semaines plus tard. Et donc, il y a eu un buzz dans le pays par rapport à faitmesdevoirs.com et j'avais 3 bons attachés de presse qui étaient Valérie Pécresse, Nadine Morano et Xavier Darcos, qui étaient les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui allaient sur tous les plateaux de télé pour dire surtout n'allez pas sur faitmesdevoirs.com. Surtout quand il sortira le site, n'allez pas sur faitmesdevoirs.com. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas les meilleurs potes aujourd'hui? Je crois qu'ils ont oublié, mais en tout cas, ça a été mes meilleurs publicistes possibles, puisque le jour où on a lancé le site, grâce à leur buzz, on a fait 1 million de visiteurs uniques en 3 heures. Sans dépenser un seul centime d'euro. Ça fait sauter ça. J'ai appuyé sur le bouton, on a déclenché le truc, le serveur était down. On l'a remis, le serveur était down. Et on avait pris un petit abonnement au VH à 200 balles, un truc vraiment simple. Mais ça a été assez expéditif. Et finalement, on a eu 20 000 commandes en 3 heures le premier jour, sans dépenser un seul euro. Ah ouais. C'est ouf ça. Dingo. Et j'avais pas mesuré. Moi, je me suis dit, si on a 2-3 commandes, ce sera cool. 20 000, je n'avais pas prévu. Et j'ai reçu beaucoup de pression de la part du gouvernement pour fermer ce site qui allait bouleverser un peu le pays. Directement, on t'envoie Directement. J'avais des gens qui étaient de ma famille qui étaient encore dans le système scolaire et les gens se sont fait convoquer par les doyens de leurs écoles et les doyens leur disaient, tu sais, fais attention, si le site il existe encore lundi, 3 absences, ça peut vite arriver dans notre école. Ah ouais Fais attention quand tu sors de chez toi, tu pourrais te casser la jambe, quoi. Mais tu penses que c'est réel aussi? Je sais pas, mais les menaces étaient réelles en tout cas. Les menaces étaient là. Et donc du coup, moi j'ai eu beaucoup de menaces internes de ma famille. Et comme je t'ai dit, je fais family first, donc je prends vraiment à cœur ce qui touche ma famille. Et du coup, j'ai cédé. Je sais pas si j'aurais dû, mais j'ai cédé en tout cas. Et j'ai ouvert le site un jeudi. Est-ce que légalement tu avais le droit de Ouais, bien sûr. Éthiquement non, mais légalement oui. Ouais, mais t'as pas non plus tué quelqu'un. Enfin, c'est pas le truc le plus politiquement correct, mais en même temps, il n'y a pas mort d'homme. On peut aller jusqu'à des menaces de mort. L'éducation nationale, c'est quelque chose d'ultra, ultra, ultra sensible en France. Ils appellent ça le mammouth. C'est vraiment quelque chose vraiment, vraiment de super sensible. Il aurait pu y avoir une guerre dans la rue, quoi. C'est vraiment quelque chose de fou. Et donc, j'ai ouvert le site le jeudi. Je l'ai fermé le vendredi à cause des pressions. Et le samedi, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Vernier.
J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur Google en même temps qu'ils écoutent ce podcast et qui tapent Jean-Baptiste Descroix-Vernier, je le fais en même temps que vous, tiens. Et vous allez voir un type sur une péniche à Amsterdam, dreadlocks, kilt, un peu comme toi, dreadlocks, kilt, 20 cm de talons, des bouts de verre encastrés dans les talons, iPod, Nouveau Testament. Et d'ailleurs, il est devenu prêtre depuis, c'est un des seuls PDG prêtres en France. Moi, je le connaissais pas avant. Enfin, moi, je connaissais pas son activité professionnelle. Moi, je le voyais plus tout le temps au Togo, en Afrique, en train de faire des. Il construit des puits au Togo, hydraulique sans frontières. Il a chopé même la maladie de Lyme. Au risque de sa vie, il est parti construire des puits en Afrique. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors, je vais pas trop m'étendre sur lui. Joe Canahan sur Twitter pour ceux qui veulent le suivre, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et en fait, il m'a dit, Stéphane, j'ai bien aimé ton histoire de buzz. J'ai suivi la BFM Academy depuis Amsterdam. Il faut que tu viennes diriger certaines de mes filiales. Et je dis, OK, comment vous voulez qu'on fasse? Il me dit, combien tu veux gagner? J'avais aucune idée. Quand tu es entrepreneur, tu n'as jamais gagné de salaire. Et mes copains me disaient, je gagne 70 000, 80 000 euros par an. Alors moi, je regardais ça comme ça. Je tape sur Skype, 80 000 euros par an. Entrée, il me fait, OK, c'est ce que tu vas gagner sans problème, première année. Putain, j'aurais dû demander plus. On n'a même pas discuté. Pas discuté. Et donc, du coup, j'ai fait, alors comment ça se passe? Moi, je suis à Paris, j'ai vu que tu étais à Amsterdam. Je vais prendre un billet de Thalys et je serai chez toi à la fin de la journée ou en soirée, on ira prendre un verre si tu veux, un café pour en parler. Il me dit, non Stéphane, on va pas se voir et on se verra sans doute jamais. Je dis, mais je comprends pas, vous me proposez un job et vous voulez pas qu'on se voit, c'est quoi le truc? Il me dit, non, tu sais, je suis agoraphobe, je vais pas en ville, etc. Je fais OK, alors qu'est-ce que je dois faire en gros? Où est-ce que je dois signer? Il me dit, on est samedi, mardi prochain, tu vas te rendre à Gennevilliers, rue du Fossé Saint-Blanc, je crois. Et un type qui s'appelle Romain Perra qui va t'attendre en bas de l'immeuble. Je crois que c'était un guet-apens le truc. Il va t'emmener à ton bureau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le type, je le connaissais pas. Il me donne une adresse dans une zone industrielle à Gennevilliers. Je me suis dit, c'est un mauvais coup le truc. C'est un guet-apens, une embuscade. Et du coup, il me dit à Romain Perra, il t'emmènera à ton bureau de direction au 2e étage. Il te fera signer ton contrat de dirigeant. Tu signeras ce contrat et tu deviendras un ninja. Véridique. Bon. Alors, ça paraissait fou, mais j'avais pas d'alternative. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, je suis entrepreneur un peu raté. Alors, la chance voudra que je vende staff pour quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui me paiera mon salaire rétroactivement, vu que je m'étais jamais payé. Ah bon? Ouais. Comment ça se valorise Ils ont valorisé la base, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités. J'avais 50 000 prestataires et c'est dans les services à domicile. T-Box, ça s'appelait, il n'existe plus, Probox, T-Box, et ils ont acheté la base. Et Fais mes devoirs le lendemain. Et Fais mes devoirs, non. Alors après, il y a un petit malin qui a sorti Je fais mes devoirs le lendemain, mais il y a plein de gens qui ont essayé de lancer ce truc-là, ce business. Malheureusement, personne n'est vraiment arrivé à le faire décoller. Pourtant, il y avait il y avait rien, il n'y avait pas une base exploitable. Ah, t'as récolté une base de données sur Staff, oui, sur Fais mes devoirs, non. Et j'ai préféré tourner la page. J'ai gardé le nom de domaine. Ah, tu l'as toujours? Si quelqu'un a 200 ou 300 000 euros à mettre, je suis vendeur. Mais donc, tu peux le réactiver un jour. On peut le réactiver, attention. Une fois que je serai délocalisé aux États-Unis ou je sais pas où. Ouais. Et donc ça c'était pour Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Il me fait cette offre un peu bizarre. Je rejoins sa boîte et j'évolue donc en tant que un des dirigeants de ce groupe. Je sais pas vraiment pourquoi faire, et eux non plus. J'étais vraiment parachuté comme un homme politique. Et je monte des sites d'édition, je fais 2-3 opérations de buzz. Et à un moment, j'ai un type qui s'appelle Cyril Dubro, qui dirigeait une filiale qui a été vendue malheureusement et qui s'appelait Mailorama, qui était un site de cashback. Il me dit, Stéphane, j'ai bien aimé aussi tes conneries là, de buzz marketing. Faut que tu nous fasses un truc de dingue. Je dis, OK, c'est quoi votre business? Il me dit, nous, on fait du cashback. Les internautes font leurs achats sur Internet. Et là, c'est en quelle année? C'est un truc quand même qui est... Ça, c'est en 2009. OK. Récemment ça commence à prendre un peu en Europe, mais c'était pas forcément. Il y a eu des vagues en fait sur le cashback. Là, ça revient avec des trucs comme Paylin, tu sais, via ta carte bancaire et tout. Mais à l'époque, c'est éclaté en fait. T'as pas un acteur principal. Donc, en Allemagne, quand je prends le cas de l'Allemagne, tu te retrouves avec plein de petites cartes comme ça et c'est pas évident de. Ensuite, je sais qu'il y a des groupes comme ça s'est polarisé qui centralisent tous sur une carte et puis tu peux. En France, il y a eu plein. Il y avait Igraal à l'époque, il y avait Cash Store de Catherine Barbat, il y avait plein de trucs intéressants. Et nous, Mailorama, on était 3e sur le marché. Il me dit, Stéphane, on a atteint notre max sur Internet, fais-nous une campagne de buzz. Et moi, j'avais vu le film Batman, le tout premier de 89 avec Jack Nicholson. Elle était toujours sur Rentability Web. Rentability Web, c'est une filiale. Ok.
et Batman, Jack Nicholson en Joker qui distribue de l'argent dans Gotham City. Et je me suis dit, bon, on va faire la même chose. La filmographie, ça revient à chaque fois. Ah ouais, c'est ça, plus à l'hiver 2008, il faisait très froid à New York, à Manhattan, et t'as un type qui s'appelait Bailout Bill, qui avait loué un booth à Manhattan, comme un bureau de change, et qui donnait de l'argent aux gens qui en avaient besoin, aux nécessiteux. T'arrivais, tu dis, voilà, ma femme m'a quitté, je suis dehors, je suis dehors dans la rue. Le mec te donnait, allez, $1000 ou $500 pour t'aider. Et c'était pas mal. Et donc, je me suis dit, pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi on distribuerait pas de l'argent dans la rue? Et donc, j'ai eu l'idée de louer un bus impérial anglais, un double-decker, et qu'on distribuerait. Alors, à l'époque, moi, j'avais dit, on va distribuer 10 ou 20 000 euros, et finalement, avec le conseil d'administration de Rentabilité, tu avais des gens comme Jean-Marie Messier, et Bernard Arnault, François Pinault. Ça a été la crème de la crème. La crème de la crème. Ça a été décidé qu'on donnerait 100 000 euros en cash, en petite coupure, sans contrepartie, dans les rues de Paris, au pied de la Tour Eiffel. C'est intéressant. Comment tu réussis à vendre? Parce que c'est des gens quand même qui ont une certaine, j'imagine. C'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Moi, il a été mon relais. Ah, c'est pas toi qui n'étais pas devant le bord pour moi, j'ai eu l'idée, non. Ok. J'aurais pas eu les couilles de le faire. C'est Jean-Baptiste qui était aussi fou que moi, qui a porté l'idée, qui a poussé l'idée. Ça a été validé. Moi, à l'époque, je leur ai dit, bon, on va dire qu'on distribue 200 000 euros, on va en distribuer que 10 000. Et finalement, non, on avait 100 000 euros en petite coupure. C'est même moi qui ai mis les billets dans les petites bourses. Mais l'idée, c'était de matérialiser, en fait, le concept de cashback. Du cashback. On vous donne du cashback sans contrepartie. Vous n'avez pas besoin d'être client. On vous donne de l'argent. Même si vous ne voulez pas devenir client. Ouais. Et là, ça a été Attila the Hun. C'est-à-dire que le buzz a été tel qu'il y a eu 50 à 100 000 personnes le jour même, le 14 novembre 2009, au pied de la Tour Eiffel. Ça a tourné en émeute parce qu'il y a des gens qui étaient venus avec des matraques, avec des machettes, avec des marteaux pour prendre l'argent. Le maximum de cash possible. Nous, on avait de la sécurité, mais finalement, ça a tourné un peu à l'émeute et du coup, on a dû faire demi-tour. Donc, l'argent, on l'a donné au Secours Populaire. Mais ça a été une opération tellement forte. D'ailleurs, si tu vas sur Wikipédia, sur Guerilla Marketing, ils en parlent, il y a un use case par rapport à l'opération Mailorama qu'on a montée. Ah ouais, peut-être ton nom est loqué sur... Ah là, si ces gens nous écoutent... Ah, c'est ouf ça. Ah, c'est fou. Donc, Guerilla Marketing, il y a même la loi Boucris qui a été votée dans le code pénal français. C'est le volet 3 de l'OPSI 2. Si demain, tu me dis, Stéphane, j'ai envie de faire ça là, en Allemagne, je sais pas, mais si toi, tu me dis, je veux faire ça à Paris, je distribue de l'argent pour le podcast Débrouillard, tu tombes sous le coup de la loi Boucris. Ah ouais, en fait, c'est par rapport à ça qu'ils ont voté. Exactement. Vu que n'importe qui peut reprendre ils sont dit, l'idée. Et étant donné qu'il y avait une émeute, ils ont dit, on veut pas revivre ça. Parce qu'au fond, ça coûte pas grand-chose. Alors, ok, 100 000 balles, mais derrière, tu vas nous en parler un petit peu de ce que ça a pu avoir comme effet. Ça se rentabilise rapidement quand même. Alors, on est devenu numéro 1 sur notre marché. Ça a été vraiment dingue. Et on est passé numéro 3 à numéro 1. Cette opération, elle a généré des millions d'euros de marge brute en plus pour ce service. Et tous les journalistes, même ceux qui n'ont pas du tout apprécié l'opération, ont fait la publicité de cette opération. Je me souviens très bien. En discréditant, forcément, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz, quoi. Bad publicity is publicity anyway. Et en fait, même Corben, que j'aime bien, qui est un blogueur assez connu, son blog est encore pas assez connu. Presse Citron, je crois. Ah non, lui, c'est Corben, mais Presse Citron, c'est Éric Dupin qui en avait parlé aussi. Mais Corben, il avait fait un article un peu dur qui s'appelait À vomir. Et dans son blog, si tu veux, à la fin, Korben, c'est un blogueur un peu connu. Il fait des trucs avec le mec de... Il avait créé Remix Jobs, il avait fait pas mal de choses. Et il avait fait un article, à la fin, il avait dit « Bon, c'est nul, mais je vais quand même m'inscrire pour voir de quoi il s'agit. » Et en disant ça, je crois que je l'ai déjà écouté dans le rendez-vous tech. C'est très possible, c'est un mec assez influent. Donc, même les journalistes, tu veux, qui supportaient pas cette opération, nous ont fait cette publicité. On a fait des millions d'inscrits. Ils se rendent même pas compte, en fait. Ils se rendent même pas compte. Le buzz a alimenté le buzz, si tu veux. Et à la suite de ça, donc, on est devenu numéro 1. Ça génère des millions d'euros. Moi, j'ai pris une grosse claque parce que j'étais l'ennemi public numéro 1. J'étais en couverture de tous les journaux, sur tous les plateaux de télé, du 20h, du 13h. J'allais dans le métro et je voyais des gens avec le journal et j'avais ma tête en couverture. Alors à l'époque, tu avais l'Humanité, je sais pas si ça existe encore, ou Libération, j'étais en couverture aussi Libération. Et tu avais ma tête sur les journaux. Et je sortais avec la casquette comme ça, les lunettes. C'est assez marrant. C'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Mais comment est-ce que tu le vis personnellement Mal, parce que t'es pas habitué. T'es pas habitué. En plus, c'est pas dans le bon sens. Quand t'es une rockstar et que les gens te reconnaissent, il y a un peu d'affect. Alors même si tout le monde t'aime pas, les gens qui disent « Ah, j'aime bien ce que tu es ». Là,
vu que l'opération est tournée un peu au fiasco et qu'on avait donné les 100 000 € au Secours Populaire, il y a plein de gens qui avaient été à juste titre déçus de l'opération. Donc, j'avais pas un gros capital sympathie à l'époque. Et là, on en rigole, mais à l'époque, c'était pas si marrant. Et si tu veux, voilà. J'ai été mis au vert. En fait, Jean-Baptiste, il m'a donné une énorme prime, un paquet d'argent. Et il m'a dit, écoute, va sur la partie B2B, tu seras moins exposé. Et donc, je me suis mis là. Alors, pour lui, là, c'était une façon de te protéger ou alors pas protéger, mais j'étais demandeur aussi. Moi, j'étais super trop de bad, même si non, pas du tout. C'était vraiment parce qu'il a senti que j'ai pris une claque. On n'était pas habitué à gérer des millions de messages. Tu as les messages, tu as ta famille qui te dit « Ah, j'ai vu ça, c'est vrai, j'ai entendu ça. » Et ma mère, elle m'avait dit, c'est la seule fois où elle m'a dit ça dans sa vie, elle m'avait dit « J'ai honte de toi » parce qu'elle avait lu, elle avait un voisin qui lui avait mis sur le paillasson Le Parisien du dimanche, donc d'après, avec marqué « Le zozo de la République » parce que Martin Hirsch, qui était à l'époque au gouvernement, avait dit « Le zozo de la République ». Elle m'a dit « Tu nous fais honte ». Quand ta mère te dit « Tu nous fais honte », c'est compliqué. C'est la seule fois dans sa vie où elle a dit ça parce que ma mère, c'était quelqu'un elle était pleine d'amour et tout. Donc, scud quoi. Et donc, à la suite de ça, tu peux te dire, mais merde, Stéphane, il est un peu mis au placard, même si c'est un placard doré qu'il est payé. Le pauvre, il est fini. Et donc, je me suis mis à vendre des services vocaux interactifs. Donc, j'avais une équipe et mon boulot, ça consistait à aller dans les radios et dans les télés et vendre des numéros surtaxés. Tu sais, quand tu vas appeler le présentateur, tu as le 3921, des numéros que tu appelles pour passer à l'antenne. Et nous, on avait une activité chez Rentabilité où on facturait ça, c'est le numéro surtaxé. Pas très high-tech, assez low-tech, pas très sexy. Mais bon, fallait le faire. Je venais de l'opération Mailorama qui avait fait un énorme buzz. J'avais besoin de redescendre un petit peu. Donc, j'ai fait ça pendant des mois. Et à un moment, je me retrouve chez Roberto Ciurleo, qui était le cofondateur d'une web radio qui s'appelait Goom Radio. Et Goom Radio, c'était 2 anciens d'énergie avec Manu Jair. Ils avaient levé 10 ou 20 millions de dollars et ils voulaient tuer Énergie en créant des web radios. Bon, l'histoire a voulu que Énergie les a un peu tués en créant leur web radio, mais l'ambition, c'était de créer des web radios. À l'époque, c'était pas tendance, je pense. À l'époque, non. On est bien avant les podcasts, justement. Mais ils étaient visionnaires parce que finalement, ils ont vu le truc avant tout le monde. Et moi, j'arrive dans le bureau de Roberto Ciurleo. Je dis, voilà, moi, je te propose pour tes web radios des numéros surtaxés. Comme ça, les auditeurs peuvent appeler. Tu les fais passer à l'antenne et tu gagnes de l'argent vu que finalement, ils dépensent 2-3 € par minute. Et là, Roberto, qui est un personnage un peu haut en couleur, regarde le contrat et il me fait « OK baby ». Il m'appelle baby. « OK baby, pas de souci ». Il me signe les 30 pages de contrat en me regardant droit dans les yeux, donc sans regarder le contrat. C'est un Américain ? Non, pas du tout. Je crois qu'il est italien d'origine. Et en fait, il signe le contrat. Et « OK baby, pas de souci. Je te fais confiance, tu m'inspires confiance ». Et il signe le contrat, 30 pages de contrat dans lequel il y avait les engagements réciproques sur ces numéros surtaxés. Et je savais qui c'était Roberto, c'était l'ancien directeur d'Énergie. Il avait ses équipes qui avaient peut-être épluché le contrat avant. Pas du tout, personne n'avait regardé, j'étais arrivé avec le contrat, il a signé, il n'a pas regardé, j'aurais pu mettre n'importe quoi dans ce contrat. Et vu qu'il avait été les yeux et les oreilles d'Énergie pendant des années, il avait le droit de vie ou de mort sur la musique en France pendant 10-15 ans. C'est lui qui décidait si tel artiste allait devenir connu ou pas, parce que Énergie, c'est le leader en France, même en Europe, ils sont en Allemagne, je crois aussi, et tout, c'est vraiment le pionnier. Et donc, sachant ça, moi, tu l'as noté, j'ai une passion pour la musique, j'avais écrit une comédie musicale qui s'appelait La Voix des rêves. J'avais écrit, composé, enregistré, arrangé avec une bande de copains. Et vu que le mec était assez influent... Pour ton propre kiff ou tu t'es dit je me suis dit, c'était mon rêve depuis toujours. Je me suis dit, je suis pas connecté dans ce milieu-là, j'ai personne. Là, j'ai l'opportunité de ma vie, j'ai quelqu'un qui est connecté beaucoup plus que moi. Je vais tenter ma chance. Donc, à la fin du rendez-vous, en plus, il m'a mis en confiance vu qu'il avait signé le contrat. J'ai dit, écoute, Roberto, je suis désolé de te demander ça. J'ai écrit et composé un opéra, mais une comédie musicale. Il y a 5 titres. J'aimerais avoir ton avis de professionnel pour savoir si j'ai un avenir là-dedans, parce que moi, c'est une passion pour moi, la musique et le spectacle musical. Je lui donne. Il me fait pas de souci, baby. J'écoute et c'est gênant ce truc. Désolé. Pas de souci. Non, mais moi aussi, j'appelle personne baby. Et pas de souci, baby. On se voit la semaine prochaine au Murat, c'est un café Porte d'Auteuil. Bon, j'y vais forcément. Et une semaine après, donc on reparle du contrat qu'on avait signé et il était très content. Et à la fin, je fais alors, t'as pu écouter ma maquette, La Voix des rêves? Il me dit, ouais, j'ai écouté Baby, très enjoué, très enthousiaste et tout. Il me fait, ouais, j'ai écouté Baby et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est toujours comme ça.
Et je fais, bah, vas-y, commence par la mauvaise. Il me fait, j'ai écouté ta maquette et c'est à chier. Ah ouais, on est cash là. Je fais, mais ça veut dire quoi, c'est à chier? Il fait, ben, t'as pas le talent. Et t'es très loin d'avoir le talent, en fait, d'écrire et de composer une comédie musicale. Ok. Là, c'est la mauvaise, non? Là, c'est la mauvaise. Hein. Je fais, ouais, ok, bon, ben, sympa. Mais t'as tout écouté. Ouais, j'ai tout écouté. Écoute, il y a des trucs qui sont bien dans ce que tu fais, mais t'es très loin, en fait. T'as pas tout faux, mais t'es trop loin de ce qui se fait aujourd'hui, en fait. Et t'as pas le talent, et il faut parfois se résoudre à ça. T'as pas le talent d'un grand auteur ou d'un grand compositeur. C'est pas chaud quand même, au niveau de l'ego, ça. C'est dur. Moi, il ruine tous mes rêves, en fait. C'est mes rêves de 10 ans. Ouais. C'est un professionnel, il a dirigé l'énergie. C'est pas quelqu'un, c'est pas un pote. Si c'est un pote, t'écoutes pas. Mais le mec, c'est le juge de paix, quoi. Il rend la justice, et il te dit. Et en plus, c'est quelqu'un quand même c'est pas un no-name, quoi. Il est dans le game, il sait de quoi il parle. Il est dans le game. Et c'est lui qui décide, en fait. C'est le directeur des programmes. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait ce qui était bien et ce qui était pas bien. Donc, quand il te dit c'est pas bien, il a raison, quoi. Bon. Et je dis, c'est quoi alors dans ces cas-là la bonne nouvelle? Parce que là, j'ai pris un peu cher. Parce qu'il peut pas avoir mieux quand même. Il me fait la bonne, c'est que bon, t'es passionné de comédie musicale. Moi aussi, je le suis. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas arrêter ton job. Pourtant, qui est bien payé, mais tu vas arrêter ton job chez Rentability Web. Et on va produire une comédie musicale ensemble. Je fais OK. Je fais comment? Il me dit, tu démissionnes. On va lever des sous et tu seras payé, etc. Mais c'est ton rêve, c'est le mien aussi. Ma web radio, ça avance pas trop. J'aimerais aussi quitter l'aventure. Et alors, ça aurait été n'importe qui, j'aurais trouvé ça bizarre, mais le mec était quand même dans le game, quand même. Il était assez connecté. Ouais, mais en même temps, c'était quand même un risque que tu prenais. À l'époque, c'était un risque, mais c'était. T'avais femme et enfant, peut-être? Non, j'avais pas femme et enfant. J'avais encore une copine, je pense, à l'époque. Mais j'avais un peu d'argent de côté. Financièrement, t'avais quand même un truc confortable. J'avais un job confortable. J'avais un salaire de dirigeant de boîte. J'avais la confiance de mon boss. Tout allait bien. Mais j'ai quitté une boîte pour réaliser mon rêve. Et j'ai rejoint Roberto. Donc, on était, alors les plus jeunes ne s'en souviendront pas, mais sur les Champs-Élysées, il y avait une boutique Virgin Megastore. Maintenant, je crois que tu as les Galeries Lafayette qui ont repris ça. Et on va au rayon des livres pour enfants et on regarde les différents sujets qui pourraient nous inspirer. Et je vois un truc, je lui dis ça n'a jamais été fait en comédie musicale. Robin des Bois. Et c'est là qu'on a eu l'idée donc de faire la comédie musicale Robin des Bois. L'histoire voudra qu'on associe dans l'histoire deux paroliers de génie, Lionel Florence et Patrice Guiraud, qui ont fait des chansons pour Pascal Obispo, pour Johnny Hallyday, pour Céline Dion. C'est deux des plus grands paroliers français. S'il y a un top 10 des paroliers francophones dans le monde, ils en font partie. Il y avait Léonore de Galard, une avocate, Roberto et moi, donc on était 5 autour de la table, on a levé des sous et on a lancé la comédie musicale qui deviendra le dernier plus grand succès des comédies musicales à la française avec 1 million de spectateurs. Et Matt Pokora qui incarnera magistralement Robin des Bois. Et donc ça a été un rêve réalisé. Je me suis disputé avec Roberto, donc j'ai vendu mes parts de la société avant l'avant-première, avant la première, donc j'assisterai aux représentations, mais j'ai pas vécu la fin du projet malheureusement et ça a été extrêmement dur et un traumatisme pour moi, oui, même si m'ont racheté mes parts à une valorisation un peu délirante, parce que c'est pas une start-up, donc il n'y a pas vraiment de valorisation, c'est un spectacle. Mais forcément, ça aurait été plus après. C'est le spectacle. Ça a été extrêmement dur pour moi. Sans forcément rentrer, parce que c'est quelque chose que tu n'abordes pas forcément. Est-ce que ça aurait été possible d'aller jusqu'à ce que la première présentation du spectacle se fasse? Non, parce qu'en fait, il y a Jacques Chirac qui disait « Il n'y a pas de place pour deux crocodiles mâles dans le même marigot ». Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on était associés tous les deux. Après, on a fait venir pas mal de monde. On était les deux associés principaux du projet. Et lui s'est rendu compte que le projet grossissait énormément. Il y a vu un succès qu'il n'avait pas dans sa boîte actuelle. Et il m'a demandé de céder mes parts 5, 10, 15, 20, machin et tout. À un moment, je lui ai dit, écoute, on était associés dans le projet. Je ne vais pas te donner toutes mes parts. C'est débile, on était associés ensemble. Et j'ai compris qu'il voulait un peu se débarrasser de moi dans l'histoire. Et c'est dommage. Et donc, voilà, j'ai compris qu'il y avait une scission. Et dans ce cas-là, c'est terminé avec les avocats. Et j'ai récupéré beaucoup de sous. Mais malheureusement, j'ai pas vécu les mois les plus excitants du lancement du projet. Donc, j'ai participé au début de la production, le financement, la levée de fonds. Mais malheureusement, j'ai pas pu connaître la fin. Donc, j'ai vu le bébé grandir loin de moi. C'est comme si c'était un enfant et que tu le vois de loin grandir. C'est un peu difficile. En plus, c'était pas n'importe quelle boîte. C'était le rêve de ma vie. C'est pas une start-up que tu lances, tu en lances d'autres. C'était vraiment quelque chose d'artistique qui te touche. Qui reste en plus parce que ça avait été presté par Matt Pokora. Ah bah oui, c'était un énorme succès. Ça fait 1 million de spectateurs. À l'échelle de la France, c'est dans le top 10 des plus grosses comédies musicales de l'histoire. C'est un gros. Alors, c'est pas à l'échelle des 10 Commandements et Notre-Dame de Paris,
parce que là, c'était une autre époque, mais ça reste un énorme succès. Et juste après ça, donc moi, je suis un peu secoué. J'ai monté rapidement un fonds d'investissement avec le groupe, ce qui est aujourd'hui le groupe Altis, donc le groupe L'Express. C'est Patrick Drahi qui le dirige maintenant. Et en fait, c'était un fonds de Media for Equity. Donc, l'idée, c'était on vous donne de l'espace média, vous nous donnez des parts. Et donc, on est venu te chercher ou c'est pas Non, c'est moi qui ai pitché le projet. J'aurais aimé qu'on vienne me chercher mais malheureusement, c'est moi qui ai souvent été. Je trouve ça quand même hyper stylé qu'on vienne te chercher un peu comme avec des trois Verniers qui le truc. Il y a quand même un truc où. C'est vrai. Et en plus, c'est pas sur un exit de ouf. Il a vu le skills dans l'échec, il a dit ouais, il y a quand même un truc. Il y a quelque chose. À l'américaine, tu vois. C'est un dénicheur de talent. Ouais, effectivement. Moi, je trouve ça. C'est vrai. Pour moi, c'est une vraie reconnaissance, contrairement à. C'est ce que Bernard Tapie m'a toujours enseigné. J'étais proche de Bernard Tapie ces dernières années avant qu'il décède. Et il m'a dit, alors sans doute, c'était un peu enjolivé, mais en gros, il disait que tout le monde était venu te chercher toute sa vie pour être ministre, pour reprendre l'OM, pour reprendre Adidas, pour être comédien, pour être chanteur, même pour être prisonnier. Ouais, pour être journaliste aussi, parce qu'il présentait un tout à fait. Il était à la télé avec son émission. Et finalement, tout le monde est venu. Rien à cacher, je crois que ça s'appelait. Ouais. Et c'est mieux quand on vient de se chercher, mais quand on vient pas te chercher, tu vas pas rester les mains dans les poches. Et moi, je suis entrepreneur, donc j'ai pas de souci à foncer. Et donc, j'ai monté ce fonds d'investissement. Donc, on avait 4 participations. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est Media for Equity. Tu as de l'espace média du groupe Média et on injecte énormément de publicité à travers les différents médias du groupe pour permettre à ta startup de se faire connaître contre 2, 3, 4% de la startup. On était pionniers, il y en a d'autres qui nous ont suivis, mais on était c'est intéressant, ça. On était pionniers là-dessus. Et donc, ça existe encore. On a encore 2 boîtes qui fonctionnent bien, Short Edition et Morning Croissant. C'est 2 belles startups. Donc, une startup qui n'a pas forcément assez de cash dès le départ. Exactement. Souvent, ça vient avec du cash. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent du cash et nous, on mettait beaucoup d'espace publicitaire. Beaucoup plus que s'ils avaient acheté de la pub. 10 fois plus, 15 fois plus. Donc, c'était un bon deal. Plus, on mettait à disposition les bureaux, etc. Et donc, ça, c'était un fonds qu'on a. Comment tu as eu l'idée? Franchement, c'était à l'époque des comédies musicales. Tout se suit. C'est-à-dire que je ne sais pas si les auditeurs arrivent à comprendre le lien, ce que Steve Jobs appelle connecting the dots, mais en gros, tout se suit finalement, puisque ce Media for Equity, je l'ai vu dans les comédies musicales, puisque Energy, quand ils investissaient dans une comédie musicale, ils mettaient un peu d'argent, mais ils mettaient beaucoup de publicité. TF1, Energy, quand ta comédie musicale, il y a marqué TF1 présente, ils font la publicité de ton spectacle, c'est du Media for Equity. Ils mettent de l'espace média, ils le valorisent, ils disent moi je vais mettre 1 million de publicité sur ma chaîne de télé et je te prends 2%. Donc, c'est un mécanisme que j'avais vu là-bas et je me suis dit mais pourquoi on le fait pas dans le monde des startups que je connais un peu. Et donc, du coup, donc on a monté ça, beau succès, 2 boîtes qui existent encore, ce qui est rare dans le monde des startups, 50%. Et après, T'as quelques noms que tu peux citer, quelques succès c'est 2 startups là qui marchent encore très bien, Short Edition et Morning Croissant. Short Edition, c'est les bornes que vous voyez dans les gares SNCF où vous appuyez sur un bouton et ça vous donne des petites histoires. Et SNCF paye pour ça, c'est un service en plus. On a Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain, qui a investi dans le tour de table. Et qui a mis ses bornes d'ailleurs. Moi, j'étais à San Francisco dans son restaurant. Et tu vois, si ceux qui habitent à San Francisco, allez dans le restaurant de Francis Ford Coppola, vous verrez ses bornes Short Edition. Si vous attendez la personne avec qui vous allez déjeuner, vous appuyez sur le bouton, ça vous sort une petite histoire et ça permet de passer le temps. Donc ça, c'est une startup qui a été financée par l'Express Ventures, qui s'appelle maintenant Altis Media Ventures. Donc voilà, donc ça, c'est le fonds. Et après, j'ai un copain qui s'appelle Vincent Klingbeil, qui me dit, Stéphane, on est potes depuis toujours. Enfin, c'est un ami de ma sœur à la base. Il a quelques années de plus que moi. Il me dit, j'ai rejoint il y a quelques mois Patrick Bunand, le mari de ma cousine, et il a monté une SS2I. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était SS2I, qui est devenir d'ailleurs ESN. Il me dit, je pense que tu pourrais nous apporter ta créativité et tu pourrais nous apporter beaucoup. Et à ce moment-là de ma vie, Robin des Bois, c'est terminé. Le fonds, c'est quelque chose de super éphémère, ponctuel en tout cas. Et je me suis dit, pourquoi pas. Tu n'étais pas actif dans le fond ou t'étais... J'étais actif, mais c'est pas un boulot full-time, quoi. C'est pas un full-time job. Et donc, j'ai rejoint Vincent et Patrick dans cette histoire de SS2I, service informatique. Je savais pas trop ce que c'était. Et ça s'appelait à l'époque SBP Informatique. Ensuite, ça s'appelait Ametix. Et Patrick, qui était plus grand que nous, il a 15 ans de plus que moi, Patrick a vu que Vincent et moi, on était assez dynamiques dans le business et qu'on rapportait beaucoup de contrats, beaucoup de chiffres d'affaires, etc.
Et il était ultra majoritaire dans la structure et il s'est dit, il a eu la sagesse, ce que j'aurais jamais eu d'ailleurs, de dire si à un moment je répartis pas les parts équitablement, également, à un moment ou à un autre, ça va péter. Et il nous a réunis un jour et il nous a dit voilà, j'aimerais qu'on fusionne toutes nos parts et qu'on répartisse de manière plus équitable le gâteau. Et à ce moment-là, l'aventure a vraiment décollé, donc Ametix. C'est chaud quand même de... Ah, moi je l'aurais pas fait. Mais s'il l'avait pas fait, on serait parti, donc il a eu raison de le faire. Mais il a eu cette sagesse-là, c'est quelqu'un de très sage, de très inspiré, et beaucoup de sagesse, c'est quelqu'un beaucoup de philosophie. Moi, je me suis, quelqu'un d'extérieur aurait pu dire, mais il est fou. Mais en fait, non, il avait raison. Et il a bien fait, parce que je voyais Vincent à des kilomètres commencer à devenir nerveux. Il venait me voir dans le bureau, il me disait, te rends compte? En plus, il y avait des intérêts qui n'étaient pas du tout alignés. Il y avait plein de structures. Parfois, on bossait, ça ramenait du chiffre d'affaires à une autre structure qui était concurrente de la nôtre. C'était un panier de crabes, ce truc-là. Donc, au final, la sagesse de Patrick a voulu qu'on s'associe de manière beaucoup plus équitable. Et donc, à ce moment-là, je sais pas, ça doit être 2011, 2012. Ametix a décollé et on est passé de 10 ou 15 à 500 collaborateurs. Et moi, j'ai créé un événement qui s'appelait là-dedans le concours du meilleur développeur de France, qui était le plus gros hackathon de France, qui recommence après 2-3 années de Covid l'an prochain et qui était un énorme succès. On a reçu mon copain Jean-Claude Van Damme, on a reçu des ministres, on a reçu bien sûr Xavier Niel, on l'a fait chez lui au début, on a reçu tous les PDG du CAC 40, Pouyanné de Total, Stéphane Richard d'Orange, ça a été un énorme succès. Et derrière, une SS2I, une ESN qui grossissait. Et à un moment, alors je ne vais pas faire trop long, mais c'est grâce au président Emmanuel Macron que j'ai rencontré... Enfin, un président qui est de ton côté. Enfin, quelqu'un du gouvernement qui est de ton côté. Alors, le président Sarkozy, apparemment, il m'avait un peu taclé sur les plateaux de télé et les médias, mais en off, il aurait dit que fait mes devoirs, il aurait été client à l'époque parce qu'il était un peu cancre. Donc, malgré tout, j'ai rien contre eux. Et grâce au président Macron, en fait, je sais pas si on a un peu de temps pour que je raconte l'histoire, mais c'est intéressant. Sérendipité, c'est vraiment les choses qui arrivent au bon endroit au bon moment. Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Et à un moment, donc on est à la campagne présidentielle il y a 5 ans, et moi j'ai pas trop d'avis politique, donc je commence à faire les dîners mondains en ville pour écouter les candidats. Donc tu donnes ce que tu veux, et tu es un candidat, les candidats qui arrivent et qui présentent leur programme. Donc j'ai vu Alain Juppé à l'époque, et je me retrouve, il y a Jean-François Rial, qui est le fondateur de Voyageurs du Monde, qui est un copain qui me dit on va recevoir le jeune Emmanuel Macron, qui est ministre de l'économie et des finances et tout. Est-ce que tu l'as écouté? C'est vrai qu'il avait le vent en poupe, très Startup Nation. Et donc je me dis, le mec est plutôt cool, je vais l'écouter. Je crois pas trop au fait qu'il puisse devenir président, mais on va l'écouter, on va voir ce qu'il a à dire. Et je me retrouve à un dîner, la thématique du dîner, c'était pour des gens du tourisme et de la tech, donc 2 thématiques. Et j'écoute ce candidat, le jeune Emmanuel Macron, qui dit, alors je vais quitter mes fonctions de ministre. J'ai monté un mouvement qui s'appelle... Il n'avait pas encore annoncé publiquement. Non. Et il va prendre ça en off comme ça à l'époque. Off, il dit alors on sentait, tous les journalistes le savaient, il dit j'ai un mouvement qui s'appelle En Marche, donc ça s'appelait pas encore La République En Marche, je crois que c'était juste En Marche. En Marche, et je vais devenir le futur président de la République française. Alors, c'était incroyable, mais je me tourne vers mon voisin de droite ou de gauche, je pense qu'il a aucune chance. Il est cuit, en fait. Il se rend pas compte de la chance qu'il a déjà d'être ministre. Personne ne le connaissait il y a 2 ans, il était secrétaire général de l'Élysée. Bon, je pense qu'il a aucune chance. Et mon voisin me dit, mon voisin c'est Éric Bismuth, président du Fonds Montefiore, il me dit, je pense que tu te trompes Stéphane. Je pense qu'il a tout fait. Ça sonne comme le sosie de Sarkozy là, qui a l'identité. C'est le même nom, et exactement, Bismuth. C'est le même nom de famille, tout à fait. Mais c'est pas la même personne. Et Éric me dit, je pense Stéphane que tu te trompes et je pense qu'il a ses chances et qu'il peut peut-être devenir président. Je suis bon, ok, si tu le dis, bon. Et le speech se termine et on sympathise avec ce monsieur avec qui j'étais pas du tout d'accord sur l'issue de l'élection. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je suis l'un des 3 cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Ametix. On est dans le numérique, on a fait tant de chiffre d'affaires, tant de performances. Il me dit, c'est génial, il faut que j'investisse chez toi. Et le lendemain matin, je vais avec Vincent à son bureau et il nous tend une offre ferme avec un investissement majoritaire et le fait pour nous de prendre des millions d'euros au passage. 24 heures? En 24 heures, le lendemain ou le surlendemain. Et là, on va voir Patrick, le troisième associé, on dit, on a un type qu'on a rencontré il y a quelques jours, assez dingue, il nous a fait une offre. Et là, on s'est dit, waouh, la boîte vaut sans doute quelque chose. Et on ne le savait pas, donc les gens qui nous écoutent, peut-être que vous ne le savez pas, mais peut-être votre boîte vaut vraiment quelque chose. Et il faut peut-être être ouvert aussi à du M&A,
discuter au moins avec, Bah ouais, au moins savoir, prendre acte sur le fait que la boîte vaut pas quelque chose. Et là, on a mandaté une banque d'affaires et on a fait un tour. À la base, il n'y avait pas un objectif de vente, c'était pas quelque chose qui était. On s'est toujours fixé dans la tête, on s'est dit, moi, je partirai pas à moins de temps. Tu as toujours ça quand tu as des associés. C'est si un jour on propose un chèque, moi, à moins de temps, je signe pas. Donc ça, on s'est souvent dit avec Vincent dans la salle de réunion, on avait dit, ok, à moins de temps, on bouge pas. Et finalement, donc, on a été en dual track. Donc, il y avait à la fois des fonds d'investissement qui voulaient investir et à la fois des acquéreurs qui voulaient nous acheter. On a eu une quinzaine d'offres avec des fonds et des industriels. Et ça a été joli. Et finalement, on a choisi de vendre à un groupe qui s'appelle le groupe La Poste, qui est la plus vieille entreprise française, qui a été fondée par Louis XI. Donc, ça remonte à quasiment au Moyen-Âge et qui est une des plus belles boîtes françaises. Ça fait 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 300 000 salariés. Et ça nous a beaucoup inspiré parce qu'en fait, le projet, c'était que Ametix devienne le skill center du groupe La Poste. C'est-à-dire que nous, on fournissait des talents à toutes les filiales du groupe La Poste qui se digitalisaient. Donc, le projet était sympa. Et on a accepté donc de vendre Ametix au groupe La Poste et on est resté 2 ans. Et moi, du coup, je suis devenu postier. J'ai prêté serment. Et j'ai levé la main droite, j'ai prêté serment devant le ministre de l'économie Bruno Le Maire, parce que quand tu es postier, en fait, tu prêtes serment sur la confidentialité des données. Officiellement, c'était pendant Vivatech d'ailleurs, j'avais l'écharpe jaune, c'était assez marrant. Et donc, je suis devenu postier pendant 2 ans, donc on s'est éclaté au sein de ce super groupe sous l'autorité et le leadership de Olivier Vallée, président de DocaPost. Et c'était assez sympa. Et il y a un proverbe qui dit « Les bateaux n'ont pas été conçus pour rester au port ». Les bateaux n'ont pas été conçus pour rester au port. Et du coup, moi, vu que je suis un petit peu marin, j'ai pris mon bateau et j'ai annoncé à Olivier que mon heure était venue et que je quittais après 2 ans. Ouais. Voilà, bon zélo et service. Tu étais encore loqué juridiquement? Non, j'étais plus loqué. Bon, après, sans vouloir taquiner mes anciens partenaires, c'est vrai que ils m'ont pas loqué plus que ça. C'est-à-dire que les bonus qu'on avait étaient sans commune mesure avec le fait d'avoir vendu Ametix. Donc, je dis une bêtise. Si tu vends 100 et qu'on te dit reste 3 ans et tu toucheras 1, ça change pas ta vie. Même si le 1, il est beaucoup, ça change pas ta vie, quoi. Tu te dis pas, voilà. Donc, peut-être fallait être un peu plus créatif pour nous motiver, mais c'est notre histoire. En tout cas, donc voilà. Donc, moi, je suis parti seul. Vincent est parti quelques mois plus tard et Patrick est parti 1 an et demi plus tard. Et cette opération a permis à La Poste d'acheter beaucoup d'autres boîtes par la suite, comme Softeam, et c'était un énorme succès pour eux, cette suite d'acquisition. Donc, c'était plutôt bien. Ça existe toujours? Non, ça a été racheté par Softeam en interne. En fait, Ametix en interne s'est fait manger par une boîte, mais c'est pas grave. Mais l'année de départ, je crois, mais j'ai pas le chiffre exact où je suis parti, mais il me semble que c'était 50 millions de chiffre d'affaires, Ametix avec 5 millions d'EBITDA. Donc, une boîte extrêmement profitable, rentable, en pleine croissance. Donc, on peut être fier de ce qu'on a laissé au groupe La Poste. Et c'est public Non, parce que c'est une filiale d'une filiale d'un gros public, mais je pense pas qu'ils redescendent jusque-là dans les comptes. En tout cas, nos comptes Ametix sont publics jusqu'à l'année auquel ça a été cédé. Donc là, je me suis dit, faut que je parte. J'avais pas d'idée précise, je voulais juste remonter un truc seul. Et donc, j'ai monté Excelsior, où on se trouve actuellement. Excelsior, ça veut dire plus haut, plus loin. Bureau, je suis Merci. rentré et puis ma première question, t'es sûr que c'est un bureau ou que c'est un truc de je sais pas, une salle de théâtre, là, t'as un côté qui est plus du bureau de Friends. T'as le bar de Friends, ça c'est le bar de Friends à l'identique en fait à droite que tu vois. Alors les gens, je sais pas, ceux qui écoutent, ceux qui regardent, ils pourront pas voir, mais c'est le bar de Gunther au premier identique. Là, t'as les super-héros sur ta gauche, donc t'as Marvel sur ta gauche. Là, t'es le bienvenu. Si tu veux qu'on fasse le siège du podcast des brouillards, t'es chez toi et tu viens quand tu veux. Là, je vais faire un petit truc après pour montrer. Bien sûr, une petite story, une vidéo, bien sûr. C'est vraiment ouf. Et là, clairement, c'est du Stéphane tout craché. En tout cas, dans l'idée, je pense pas qu'un architecte classique va produire un aussi gros mélange d'idées en même temps. Donc, tu lances, c'est quoi l'idée? C'est quoi la proposition? Excelsior, c'est pas une idée de business, c'est une promesse, c'est-à-dire faire des choses sympas avec des gens sympas. C'est-à-dire que j'ai réuni une équipe de gens dont j'avais envie de me rapprocher. D'ailleurs, il y a une personne avec qui j'ai travaillé chez Ametix qui nous avait quittés, ça m'a fait beaucoup de peine et que j'ai été chercher dans sa nouvelle boîte, qui s'appelle Clément Deforge. Et j'ai monté une boîte avec des gens qui me ressemblent d'une manière ou d'une autre, en tout cas qui ont un bon fond. Et j'ai voulu faire des choses sympas avec eux. J'étais pas obligé de retravailler après la vente d'Ametix. Ma femme m'a dit, tu vas pas rester à la maison comme ça en barboteuse devant Netflix.
Mais là, j'avais envie de remonter une boîte. Tu pouvais dire aux enfants le matin, je sors, je vais bosser. Ça, je voulais pas que mes enfants aient cette image de moi, d'un mec qui reste dans son lit toute la journée. Et là, j'ai monté une boîte de service, mais ultra agile. C'est-à-dire que je me suis dit, on va faire ce qu'on sait faire. Donc, qu'est-ce que je savais faire? Moi, je savais recruter des talents du numérique un peu rares, un peu durs à trouver. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est la page de publicité des développeurs, des DevOps, même des CTO, des VP Engineering, passés par Excelsior, xsior.com. Il y a le côté talent, il y a le côté événementiel. J'avais créé le meilleur dev de France. Donc, aujourd'hui, c'est 53 événements par an chez Excelsior. Et il y a le volet conseil. On conseille les grands groupes du CAC 40 sur le métaverse, sur le Web3. Et aujourd'hui, donc 3 ans après, Excelsior, c'est 100 personnes, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, rentable, en hyper croissance, une équipe de dingos. Je sais pas si ça sent, mais il y a du plus dans l'air en fait, c'est du positif. J'aurais pu recruter des requins en mode suits et faire un truc où on aurait pu faire 20 millions ou 30 millions de chiffre d'affaires, mais j'ai privilégié la bonne entente, des gens positifs. Et j'ai envie de m'éclater. On n'est pas potes, mais presque. Je veux dire, il y a une vraie bonne ambiance. Là, je les emmène l'an prochain. Alors, on est parti en séminaire depuis 3 ans à Las Vegas, à Phoenix, où j'ai une partie de ma famille en Arizona, à Los Angeles, à Dubaï, en Corse, à Tunis il y a quelques mois. Donc, le mois prochain, on part dans une destination de dingue. L'idée, c'est faire des choses sympas avec des gens sympas. Bien sûr, faut bosser. Bien sûr, faut délivrer, c'est très important. Mais c'est une aventure humaine plus qu'autre chose. Et je leur ai dit à tous, dans mon plan finalement Excelsior 2025, alors là, ça fait bizarre. Bon, maintenant, ça se rapproche, mais on était en 2019, j'ai écrit le plan 2025. Il y aura sans doute des nouveaux métiers qui vont arriver. Il faut être extrêmement agile, mais l'idée, c'est de faire des choses qui nous bottent. Il faut être à l'écoute, justement, des nouvelles avancées, des nouveaux projets qui pourraient arriver dans notre escarcelle. Et donc, ça, c'est Excelsior. C'est 95% de ma vie pro. Et à côté, j'ai investi dans un peu moins d'une 50aine de startups. Ça en direct ou Alors, soit en direct, une dizaine en direct, et soit sinon via des fonds. Mais il y a Altis, il y a Side Capital, il y a d'autres véhicules via lesquels j'ai investi. Et voilà, j'essaie d'aider comme je peux ces startups. Yes. Je voudrais qu'on ouvre un petit peu le capot d'Excelsior. C'est un client qui vient vers vous aujourd'hui. Ouais. Il veut recruter des pupils, les meilleurs pupils du game. C'est quoi d'autre? C'est quoi le processus? Comment est-ce qu'on l'accompagne? Et aussi, comment est-ce que vous rémunérez derrière? Alors, c'est très simple. Sur la partie recrutement, on n'est que au succès. On est une des dernières boîtes en France à faire ça. C'est-à-dire que si tu cherches des talents, si on trouve les talents, on facture. Si on trouve pas, on facture pas. Sans engagement. Sans engagement. Et ça, c'est la partie recrutement. Après, tu as la partie prestation de service où là, c'est la journée travaillée. Les événements, c'est selon ce que la personne demande, et le conseil aussi. Après, on commence à faire des grilles sur le métaverse parce qu'il y a des trucs un peu standards qui commencent à se dessiner. Mais voilà, mais en gros, on n'est que au succès. C'est-à-dire que le client ne peut pas ne pas être content. Surtout sur la partie recrutement où voilà, si on fait pas le job, on facture pas. Donc, on a globalement que des gens contents avec qui on travaille. D'ailleurs, on a la chance, on a des clients qui nous font une confiance incroyable, C'est-à-dire que depuis maintenant, depuis 3-4 ans, c'est eux qui font la richesse d'Excelsior par leur confiance. C'est des grosses boîtes quand même. C'est gros, c'est le CAC 40. Exactement, voilà, il y a eux. Et ce qui est bien, c'est que on a des clients sur chacune de nos verticales. Tu prends Crédit Agricole par exemple, ils sont clients sur des talents, ils sont clients sur des événements, ils sont clients sur de la partie conseil. LVMH sont clients sur la partie talent et sur la partie métaverse, pas sur la partie events, mais j'espère que ça ne saurait tarder. AXA, où on coche aussi les 3 cases. C'est des boîtes comme Unibet qu'on accompagne un peu sur les talents et sur le métaverse. Donc, il y a plein notre modèle est cohérent. C'est pas juste des activités qu'on a sorties d'un chapeau. On a les mêmes champions en interne pour nos activités. Yes. Pour les events, il y a des events Excelsior et aussi des boîtes qui vous bookent pour organiser leurs propres events, si je comprends bien. Comment? Pour les événements. Ouais. Il y a des events Excelsior justement pour faire… Alors, il y a de l'interne et de l'externe. Les events internes, c'est par exemple qu'on fait des concerts privés d'artistes ici pour nos clients, aux partenaires, aux consultants, ou des spectacles d'humoristes un peu connus. On a reçu le compte de Boudherbala il y a pas longtemps, Jennifer, la chanteuse, on fait des trucs vraiment cool. Et il y a des événements qu'on vend, des hackathons, des conférences, des summits, ce genre de choses. Mais c'est les boîtes qui vous bookent en fait pour organiser. Exactement, pour pouvoir organiser, on a un pôle événementiel. Il y a Donia qui pilote la partie events ici, donc… Effectivement. Je voudrais qu'on revienne aussi sur le métaverse. J'ai vu que il y avait une boîte, je sais plus sur un de tes posts,
tu parlais, je sais pas si c'est Chanel ou quelle marque, Hmm. qui a vendu un sac sur le Ah, métavers. c'est Gucci. Gucci. Gucci, ils ont vendu un sac virtuel plus cher que le même sac réel. Et moi, j'ai pas compris Ouais, en fait, parce c'est- que c'est- je, c'est pas- je comprends. Jusqu'à preuve du contraire, Je t'explique. le produit physique, bah, ça reste quand même le produit physique. Ça, tu l'as. Et en le- fait, le sac, il sert à quoi le sac Gucci? Un sac, ça sert à porter des choses. Mais pourquoi t'achètes un sac Gucci plutôt qu'un sac Franprix ou Lidl? Pardon. À tes souhaits. T'achètes un sac Gucci, enfin moi je n'achète pas de sac Gucci, mais les gens achètent des sacs Gucci, c'est ce qu'on appelle en économie un bien positionnel. C'est fait partie de l'apparence, du paraître un petit peu, c'est que tu te sens bien, tu te sens beau, c'est de l'esthétique, c'est de l'image. Ça vaut dans une situation où on vit dans le monde physique. À partir du moment où tu vis dans le monde virtuel, le sac Gucci, il doit être virtuel plutôt que physique. Il y a un journaliste qui a demandé à Mark Zuckerberg il y a quelques mois, qui a dit « Mais je comprends pas cette histoire de métaverse. C'est où le métaverse? Où est le métaverse ?» Il a dit « Mais c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quand le métaverse ?» Alors, le journaliste dit « Mais quoi tu me parles ?» Il dit « La bonne question, c'est quand le métaverse ?» Et ma réponse, c'est quand on passera plus de temps dans le monde virtuel que dans le monde physique. Quand on passera plus de temps dans le monde virtuel que dans le monde physique. Et si on passe plus de temps dans un monde virtuel que dans un monde physique, pourquoi tu vas avoir un sac Gucci physique? Si tu passes 90% de ton temps demain, ou 80% de ton temps, même 50% de ton temps, ce qu'on fait déjà d'ailleurs si tu passes ta journée sur Teams ou sur Meet, Ouais. si ton sac, si tu vois tes copains dans le monde virtuel plutôt que dans le monde réel, il sert à quoi ton sac Gucci physique? À rien. Donc la valeur du sac Gucci virtuel a plus de valeur que le sac physique. Sinon, voilà, si c'est juste tu as besoin d'un sac pour transporter des choses, une fois de plus, tu prends un sac Leader Price, ça fait tout à fait le job. Mais donc, les objets virtuels, et en plus, ce qui est bien, c'est que dans la blockchain, tu peux tracer vraiment l'authenticité. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, je sais si ton sac Gucci, c'est un vrai ou un faux, alors que si tu as un faux sac physique, en cuir, je ne sais pas s'il est vrai ou s'il est faux. Donc, au final, je ne vais pas regarder dans ton sac pour voir si c'est l'étiquette. Là, tu peux tracer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Ouais. Ouais. Bah, on va pas Ouais. rentrer trop dans Ouais, les le détails, métavers, c'est un mais- autre sujet. Ouais. Mais s'il faut prendre le cas avec la technologie qui est utilisée, la blockchain, qui est une sorte de livret comme ça, transparent, où tout le monde peut voir à chaque fois qui possède quoi, vu que c'est validé par tout le système en même temps. On aura des épisodes dédiés pour cela. Qu'est-ce que toi, c'est quoi ton message quand tu parles à ces grands groupes par rapport à justement cette nouvelle hype? Ce n'est plus du tout juste une hype parce que là, on est Non. vraiment à l'intérieur. C'est quoi ton message? Comment est-ce que tu fais passer ton message aux grands groupes sur ce sujet-là? Ou, je parle plutôt des boîtes qui sont très traditionnelles, qui sont très dans le contact humain direct. En fait, t'as donné la réponse et après la question, c'est comment je convainc les grands groupes en leur montrant que c'est plus une hype en fait. C'est plus une hype et comment tu fais? Enfin, les grands groupes, je leur explique que ce n'est pas une hype. Alors comment tu les convaincs de ça? Il y a plusieurs stats qui existent aujourd'hui qui ont été corroborés par tous les grands cabinets de conseil et toutes les banques. Le premier, c'est le marché potentiel des mondes virtuels du métaverse. On s'accorde sur un chiffre aux alentours de 13 trillions de dollars, 13 000 milliards de dollars. On commence à parler de trillions maintenant avec Elon Musk et Bill Gates. Donc ça, c'est la stat de Citibank, c'est le groupe Citi. Ça, c'est une première stat. Donc les gens, quand tu leur dis qu'il y a 13 000 milliards à aller chercher, généralement, ils ouvrent les oreilles. Deuxième stat, c'est que tu as 3,2 milliards de personnes qui jouent à des jeux vidéo quotidiennement. Et dans les moins de 35 ans, c'est 80%. Tu as 80% des moins de 35 ans dans le monde qui jouent à des jeux vidéo. Donc, ils sont dans ces univers virtuels déjà d'une manière ou d'une autre. Troisième stat, c'est que tu as un jeune sur deux, ce que j'appelle jeune, c'est génération Z, c'est ni toi ni moi, c'est la génération d'après, qui possède des crypto-actifs. Ça fait un peu bizarre crypto-actif, on dirait toxique, mais en fait, dans crypto-actif, c'est crypto-monnaie, NFT, C'est tout etc. le paquet, Exactement. que ce soit les bitcoins, les altcoins en général. Exactement. Les NFT. Ouais. Ou les NFT. Exactement. Donc, tu as ces stats-là qui parlent d'elles-mêmes et qui montrent qu'il y a un marché, Et en fait, c'est pas parce que monsieur LVMH ou monsieur Kering ne comprend pas ça ou n'est pas fan que ça n'existe pas. Il y a plein de choses auxquelles nous, on ne comprend pas grand-chose. Je ne sais plus qui disait... il y avait une phrase connue qui disait en gros l'électricité, je sais pas comment ça fonctionne, mais je m'en sers tous les jours. Pourtant, j'ai pas besoin de comprendre comment ça marche. Je sais juste que ça marche. Web 2, Ouais. HTML et tout ça, je pense pas que quelqu'un se pose une question lorsqu'il est sur son Google Sheet et qu'il Tu sais juste que ça marche. Il faut faire confiance au truc. Mais le code qu'il y a derrière, il a rien à se Mon dire. père, pendant des années, il croyait pas à Facebook à 26 mètres et tout. Donc, et ça, toute la génération des parents et des anciens.
finalement, ils sont mis aux réseaux sociaux plus tard que nous, mais ils n'ont pas compris au début et à la fin, ils se sont fait. Donc, c'est pas parce que à l'instant T, on comprend pas comment on peut mettre $4 000 dans sa Gucci qu'il n'y a pas une réalité derrière. Et il y a une réalité puisqu'il y a des gens qui achètent ça. Donc, à partir du moment où il y a une réalité, soit on met la main devant les yeux en disant non, ça n'existe pas, soit on embrasse la réalité. Le slogan d'Excelsior, je crois que c'est Embrace the Future, le premier slogan. Et là, c'est pareil. Et nous, on propose au groupe d'embrasser le futur et d'embrasser ça, que vous y compreniez quelque chose ou non, ça arrive et il vaut mieux être prêt. Sinon, vous allez vous faire ubériser ou même pire, kodakiser. Kodakiser, c'est pire parce que Kodak, ils avaient vu la photo numérique arriver et ils ont fermé les yeux. Ils se sont dit, on est assis sur une mine d'or et tout, on va peut-être pas tout laisser tomber juste parce qu'il y a des mecs qui font des photos sur des appareils numériques. Donc pour répondre à ta question, mais tu avais la réponse, on leur explique que c'est pas juste une hype et c'est comme ça qu'ils y vont, quoi, tout simplement. Et après, il y a beaucoup de confiance, mais la confiance, c'est la base de tout. Pourquoi nous plutôt qu'un autre? C'est parce que ils ont confiance en nous. On leur explique qu'il faut avancer avec beaucoup d'humilité. Tu vois, autant le domaine de talent, j'en fais depuis 10 ans, 15 ans, c'est quelque chose d'assez balisé. On est assez sûr de nous sur beaucoup de choses. La partie Web3, on est sûr de rien. Il y a un proverbe qui dit « Think big, start small, scale fast ». Think big, start small, scale fast. Donc voilà, il faut commencer petit, il faut penser grand, il faut être agile dans son déploiement. Et c'est ça en fait, parce que il faut se tromper. Et il y aura des échecs, et c'est bien une fois de plus. Alors déjà, en temps normal, c'est bien l'échec, si c'est calculé, si on apprend de ses erreurs. Mais en gros, il y aura des échecs, il y aura des gros échecs, mais c'est pas grave, c'est de la R&D, on apprend, on développe, on itère et on reboucle, quoi. Yes. Avant qu'on ait sur les questions de fin, j'ai un truc là qui me passe direct à l'instant. Est-ce que, je sais pas ce que tu as signé lors de la vente de 96 à la Poste, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt avec ce que tu fais, en tout cas sur le segment recrutement avec Excelsior? Aucun. J'ai signé une non-compete, c'est la non-concurrence pendant 2 ans à l'issue d'Ametix sur le fait de pas faire d'événements concurrents de l'événement que j'avais créé à l'époque. Donc, ils m'ont levé les clauses de non-concurrence. Mais ils m'ont fait un contrat de prestation, donc ils m'ont dit Stéphane, on veut être ton premier client, ils m'ont fait un chèque, je crois que c'était 20 000 €. Et vu que maintenant tu es notre fournisseur et tu veux nous conseiller sur l'événement, à ce titre-là, tu peux pas nous concurrencer sur les événements pendant 2 ans. Ah, ils sont malins. Donc c'est pour ça. Mais c'est de bonne guerre, je trouve. Bien sûr, complètement. Et ils ont bien fait. Et donc du coup, pendant 2 ans, les événements que j'ai faits n'étaient pas du tout en concurrence, vu que j'ai fait des petits hackathons, mais qui n'étaient pas du tout sur le même terrain. Et donc voilà, je les ai conseillés comme j'ai pu pendant 2 ans, en tout cas certaines personnes de la Poste. Ah, c'est trop stylé. Yes. Donc, t'es tout seul sur Tout seul. J'ai un board avec des gens assez prestigieux, mais je suis tout seul dans l'actionnariat. En fait, j'ai voulu faire les choses seul parce que j'avais envie d'être libre, d'avoir plus de liberté. J'adore Patrick Bunan, mon ancien associé, qui est un ami et on se voit tout le temps, etc. Mais je me suis dit, là, j'ai envie de laisser libre cours à mes folies. Je suis quelqu'un d'assez fou et je pense que c'est une bonne chose d'être fou d'ailleurs. Mais tu vois, est-ce que si j'ai des associés, ils m'auraient laissé faire ça? Je pense pas. Là, je pense pas. Là, on a racheté des locaux de faire vidéo. Une story pour Instagram, c'est du grand n'importe quoi. C'est ça. C'est pas. Mais il faut. Mais c'est là, ça, c'est de la liberté en fait. Est-ce que on n'est pas à la défense, on n'est pas sur les plateaux. Et là, tu envoies un signal très fort à tout le monde en disant voilà, c'est ça Excelsior. Même si la personne n'a pas compris tout ce qu'on faisait, j'ai un salarié qui est Doc Gynéco, qui est notre premier salarié. D'ailleurs, ça me fait penser. Il l'a pas compris. C'est notre premier salarié en fait. Tu connais Doc Gynéco? Bien sûr. C'est le premier salarié d'Excelsior. Mais à quoi j'ai rencontré Doc Gynéco, mais c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il apporte? Alors, c'est sa gentillesse, parce que je sais que le mec, de ce que il est adorable, c'est un bonbon. Très gentil, il est très. Moi, il m'a dit Stéphane, dans ta prochaine aventure, je veux te suivre et je veux être ton premier salarié. Je dis ok, alors tu veux faire quoi? Il me dit mais dans la boîte, il y a quoi? Je dis il y a un Chief Executive Officer, t'as un Chief Marketing Officer, c'est Mathias. T'as un Chief Financial Officer, c'est Michel. Il me dit, OK, moi je vais être Chief Access Officer. Je dis, mais ça n'existe pas ça. Je vais être CAO. Il me dit CAO parce que je vais ouvrir des accès. Je fais, OK, si tu veux, on va essayer. Et donc, je lui ai fait la présentation d'Excelsior. On a une presse avec des cartes. Et je l'ai vu appeler des patrons de grands groupes et tout en disant, ouais, c'est Bruno, j'ai rejoint une boîte, ils font du digital. Bon, je n'ai pas tout compris, je te passe quelqu'un. Non. Et donc, si vous croisez Doc Gynéco dans la rue, parlez-lui d'Excelsior, il sait qu'il fait partie de la famille, il sait qu'il fait partie de l'aventure. Il a peut-être des cartes de visite sur lui, pas sûr qu'il vous explique bien la boîte, mais en tout cas, il sait qu'il fait partie du truc, quoi. C'est une grosse blague, en vrai.
Il est toujours dans. Il vient tous les 6 mois et on lui sert d'alibi, je pense, pour ses sorties quotidiennes. Ça, c'est vraiment, vraiment de la folie. Clairement, si tu avais des associés, c'est impossible ce genre de décision. Impossible. Et le type Doc Gynéco, c'est juste fou. Alors, je l'adore, hein, je l'aime, c'est mon grand frère, mais il prend beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que quand il est là, il a pas toujours beaucoup d'énergie, mais il accapare toute la pièce et tout. Mais bon, on l'aime beaucoup. Et la dernière fois, il y avait une soirée ici il y a quelques semaines et je lui ai dit de venir. Et il m'a dit j'arrive. J'ai dit à tout le monde qui venait, il n'est pas venu. Et j'ai fermé les bureaux à minuit, à 1h du matin. Je reçois une photo, il est devant les bureaux, il me dit alors quand est-ce que ça commence? C'est le personnage, quoi. C'est l'animal. Oui, on l'aime comme ça. On l'aime bien comme ça, c'est partie du truc. Yes. Yes, donc tu es tout seul t'étais le Dans l'actionnariat, président, mais à côté, tu peux parler du board ou J'ai quelques personnes, des dirigeants de grands groupes, je peux pas en parler, ils veulent pas tous communiquer. Okay. On avait Christophe Lambert, voilà, qui était là à la soirée d'inauguration que certains ont certainement vu. Highlander, qui nous conseille beaucoup. Dès qu'on en a besoin, c'est quelqu'un que j'aime particulièrement. Et il y a plein de gens sympas, voilà, qui nous conseillent au quotidien. Oh, top. On va rapidement sur les questions de fin, hein, avant que je te libère. Quelles sont les parties les plus difficiles de ton job, de ta vie? Au quotidien? Ouais. À l'instant où je te parle, donc on est le 12 septembre 2022, je suis l'homme le plus chanceux au monde parce que je suis en bonne santé, parce que j'ai une super famille et parce que la boîte est en hyper croissance et que ça va bien. Et que même si on travaille dur et que j'ai du boulot là pendant les 6 prochains mois, j'ai mon agenda qui est plein, bah finalement, c'est plutôt cool. J'ai pas à me plaindre. C'est vraiment tous les compteurs, tous les signaux sont au vert. C'est vraiment cool. On a passé professionnellement les moments difficiles. On a commencé par perdre beaucoup d'argent et on est donc à l'équilibre maintenant depuis quelques temps. T'as mis beaucoup d'argent au début? J'ai mis un demi-million d'euros. J'étais prêt à mettre plus et voilà, ça n'a pas demandé plus et on s'est remboursé progressivement. Mais la fierté de se dire je suis à l'équilibre, j'ai monté une boîte rentable, en croissance et tout, c'est incommensurable et c'est cool, quoi. Et surtout on se marre bien, on a gardé notre ADN. Voilà, t'as de la musique, t'as dû entendre, c'est plutôt cool, on se marre bien. Et là, le mois prochain, je peux pas donner la destination, mais on va dans un pays exotique à des heures d'ici. Et voilà, on se marre bien. C'est là où j'ai envie d'être aujourd'hui. J'ai encore quelques rêves que j'ai pas encore accomplis avant la fin de ma vie. Enfin, j'ai 38 ans, donc il y a encore un peu de temps, j'espère. Mais globalement, j'ai pas à me plaindre. Je suis du bon côté. J'ai beaucoup de chance et voilà, j'essaie d'aider aussi le maximum les autres. Moi, dans ma bucket list, il y a réaliser mes rêves et aussi aider les autres à réaliser leurs rêves. Donc, c'est pour ça que dès que je peux, je réponds toujours. Tu m'envoies un mail. Dès que je peux, je réponds au mail. J'essaie d'accorder du temps, de l'énergie, parfois de l'argent. Aider les entrepreneurs beaucoup. Aider les gens de ma famille quand je peux. Et vraiment, voilà, faire le bien, quoi, tout simplement. Je pense que c'est important. Donc, tu peux nous partager parmi dans ta bucket list là, ouais, bien sûr. Bah, je peux te dire, je l'ai sous les yeux, attends. Ah ouais, c'est un truc mais en fait, processisé. T'es obligé, sinon ça existe pas en fait. Ce que tu n'écris pas, il peut pas se réaliser. Moi, j'ai 2 documents. Alors, s'il y a des conseils à donner, c'est pas tellement le côté débrouillard, mais c'est le côté un peu développement personnel. Ma vie, elle est basée sur 2 documents. Il y a un document qui est mon life plan et un document qui est ma bucket list. Le life plan, c'est tous les 1er janvier, je commence mon année avec des objectifs à atteindre. J'essaie de pas trop modifier cette liste. Et en fait, comme tu peux voir, il y a plein de documents, plein de documents. Il y a 2 documents, mais il y a plein de sous-parties finalement. Et c'est comme le squelette et ensuite tu as des... Exactement. Et chaque mois, en fait, je regarde si je suis dans mes objectifs ou si je suis pas dans mes objectifs. Et je mets à jour avec des cases vertes, orange ou rouge si j'ai pas atteint ces trucs-là. Et par la loi de l'attraction auquel je crois beaucoup, les gens vont commencer à croire que c'est mystique, mais je pense que tu attires les éléments de l'univers autour de toi. Et donc, le life plan, c'est un peu la balance, c'est-à-dire que tu peux pas te peser tous les jours et grossir. À un moment ou un autre, tu vas dire j'ai trop grossi. Si tu te pèses tous les jours, normalement, statistiquement, tu peux pas grossir. Et si tu regardes ce document tous les jours, tu peux pas t'éloigner trop de tes objectifs. Et c'est pour ça, quand tu me dis mais tu l'as écrit, il faut que ce soit écrit. Et il faut que tu le regardes tous les jours, ou au moins toutes les semaines. Parce que quand la vie fait qu'il y a beaucoup de dispersion et tu as tendance à t'éloigner de tes rêves et tes objectifs, c'est bien de dire « Ah mince, je m'étais fixé ça, où j'en suis ?» Et ça te ramène vers tes objectifs. Donc moi, j'ai écrit mes rêves et j'en ai fait mon maître finalement. C'est-à-dire que je me cale là-dessus. C'est-à-dire que et quand le dimanche, je regarde mes rêves, je dis « Mince, là-dessus j'ai du retard, il faut que je me remette là-dessus. » Donc
tu te remets dans le droit chemin. Donc, la bucket list, c'est quelque chose de plus long terme. Le life plan, c'est chaque année. Et donc, c'est des trucs. Et moi, à 90%, j'atteins tous mes objectifs. D'ailleurs, c'est marrant. Je fais aussi des life plans professionnels. C'est-à-dire que le 1er janvier, on avait fait 4,5 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. Et le 1er janvier, je leur ai dit, on va faire 10 millions cette année. Et depuis le 1er janvier 2022, donc là, on s'approche de la fin de l'année. Mais depuis le 1er janvier, j'ai dit à mes équipes, on fait 10 millions. Et donc, je le dis dans toutes les interviews, tous les trucs. Et les équipes m'ont dit, arrête avec ton histoire de 10 millions et tout. En gros, ça va être la honte parce qu'on n'a aucune chance de faire x2. Et en fait, non seulement on va faire 10 millions, on les a déjà dépassés. Et en fait, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si on avait fait cette interview, je t'aurais dit, on va faire 10 millions. Tu m'aurais dit, ouais, il est un peu bizarre ce type-là. Mais en fait, c'est la loi de l'attraction. On a tout fait, on s'est conditionné pour attirer ce chiffre-là. Alors, si j'avais mis 1 milliard, c'est pas possible, mais par rapport à ce qu'on pouvait faire, moi, j'étais sûr qu'on pourrait le faire. Mais au pire, si tu ne l'as pas fait, tu vas quand même tendre vers ça. On tend vers ça. Et tu peux pas trop t'en éloigner. Tu peux pas faire zéro. Tu vises la lune, mais tu tombes au pire. Dans les étoiles. C'est ce que je disais hier à quelqu'un. Et c'est pas mal d'arriver dans les étoiles. Et la bucket list, c'est quelque chose de plus loin. C'est ce que tu dois faire avant la fin de ta vie. Moi, alors, les gens peuvent trouver ça glauque, mais j'ai un compteur. Là, j'ai un compteur, il y a un peu moins de 12 000 jours. Et il me reste un peu moins de 12 000 jours pour atteindre. Ah, ça va loin quand même. Ouais, mais en fait, sinon, en fait, t'es sûr. En fait, c'est angoissant, en fait. On t'a donné on t'a payé un voyage sur une super île. Et il y a deux possibilités. Soit tu restes sur un transat pendant toute la durée du voyage, soit tu peux être un peu sur le transat au bord de la plage, mais tu peux aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'île. Et si je viens te voir, Guy, je te dis, Guy, il te reste que 3 jours, ça fait 200 jours que tu es là, et tu les as passés sur le bord de l'île, tu te dis, ok, peut-être que je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'idée d'avoir un compteur, ça te dit, attends, il y a une fin du voyage, c'est pas un voyage qui est éternel. Et les trucs que t'as pas fait, que t'étais censé faire un petit peu, enfin, si t'avais envie de les faire. Et donc, c'est important d'avoir un compteur bourse. C'est important d'avoir un compteur parce que sinon, tu fais pas les trucs. Tu te dis, je suis éternel, en fait. Et on croit tous qu'on est un peu éternel. Et c'est pas le cas. Et donc, en fait, faut pas avoir quelque chose de triste. Faut justement voir, il me reste encore des milliers de jours pour faire mes rêves, donc je peux le faire et tout. Par contre, il y a rien de pire que d'arriver à la fin de sa vie et de se dire, merde, j'ai plein de rêves que je voulais faire et que je les ai pas fait du tout et j'aurais aimé faire ça. Et ça, je m'étais dit que je le ferais et tout. Alors, il y a des trucs que tu maîtrises pas, des éléments de santé ou autres, ou des proches, mais il y a des trucs que tu maîtrises quand même globalement, des projets que tu veux faire, lancer un podcast, etc. Et il y a Les Brown, qui est un de mes mentors, qui dit que le dernier jour de ta vie, tu as tous les fantômes des rêves inassouvis qui sont autour de toi et qui te disent, mais pourquoi tu m'as pas réalisé? Tu pouvais le faire et tout, et tu m'as pas réalisé. Et tu les emportes avec toi jusqu'à la fin des temps. Et finalement, là, c'est un peu pareil. Et donc, si tu veux pas te retrouver avec ces fantômes le dernier jour de ta vie, il faut réaliser ses rêves. Et moi, par exemple, dans mes rêves, tu me demandais, je peux t'en citer un. L'idée, il y avait un de mes rêves que j'ai coché du coup, c'était être indépendant financièrement. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait des trucs et je me suis dit, je veux être indépendant financièrement. Je veux ne pas avoir à bosser pour gagner ma vie. Je veux avoir à bosser pour m'éclater, pour faire des trucs qui me plaisent. Et je suis content. Et voilà. Et après, il y a une partie matérielle. C'était acheter un petit bateau et j'ai pu m'acheter un petit bateau. Et d'ailleurs, avec Excelsior, on fait des croisières tous les midis. Et on est sur la Seine, on fait des trucs sympas. Mais il y a plein de rêves. En fait, les 3/4 des rêves n'ont pas encore été réalisés et c'est bien. Parce que tant que tu as des rêves, t'as un drive, t'as un truc qui te pousse. Il y a des trucs un peu immatériels et il y a des trucs très matériels. Et le tout, et voilà, il y a aider les autres à réaliser leurs rêves. Je pense que c'est super important. Et la partie créative aussi. T'as envie de... Et je pense qu'il y a les 2 jours les plus importants de la vie d'un homme. C'est le jour où tu nais et le deuxième, c'est le jour où tu comprends pourquoi. Pourquoi tu nais. Et c'est super important. Et donc, écrire ses rêves, écrire ses objectifs et après se mettre un peu une deadline. What gets monitored gets done. Et c'est super important. Et moi, c'est mon drive. Quand on me dit, c'est quoi tes trucs? Est-ce que tu as des trucs? En fait, c'est juste ça. C'est pas très compliqué. C'est un Excel et ça marche plutôt bien. Et la plupart des gens n'ont pas d'objectif dans leur vie. En fait, ils ont tous des rêves. Tout le monde a des rêves. On a tous des rêves. Mais c'est des rêves, en fait. C'est une vague idée d'un truc que tu aimerais faire et après, tu passes à autre chose. Alors que si c'est... En fait, ça me fait penser, on va revenir toujours au cinéma, mais au film de Truman Show avec Jim Carrey. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un très bon film où le type, il est enfermé dans une émission de télé. Peut-être tu as vu où les caméras le suivent depuis qu'il est tout petit. Bref, il est dans un studio de cinéma, mais il ne le sait pas. C'est le seul à ne pas le savoir. Tout le monde, il n'y a que des acteurs autour de lui. Et en fait, c'est le personnage principal d'un film, d'une série. Depuis qu'il est né, il ne le sait pas. Et les producteurs ont tout fait pour qu'il soit mort de peur et qu'il n'ait pas envie de quitter sa petite maison, son petit village et tout. Comme ça, il n'est pas tenté de quitter le plateau finalement. Donc, il est dans un petit village et il y a une forêt derrière. Derrière la forêt, il y a la fin du plateau. Derrière le lac, il y a la fin du plateau. Et toute sa vie, ils lui ont fait peur. Et comme ça, il n'a pas envie de réaliser ses rêves et d'aller au-delà. Et un jour, il tombe amoureux d'une nana
Et la nana, elle quitte le tournage, elle quitte l'émission et il a envie de la retrouver. Et le seul truc que lui dit la nana, c'est je pars aux Fidji. Alors lui, il sait qu'il est à peu près aux États-Unis, mais il voit que sur la carte les Fidji, c'est vachement loin. Il prend un bateau et à la fin, donc, il prend un bateau et il essaie de partir une fois de son pays, 2 fois, 3 fois. Après, il est mort de peur et on voit qu'il a chez lui sa carte avec la photo de la nana, la carte des Fidji et tout. Il a son rêve, il le regarde tous les jours. Et à la fin du film, il prend un vrai bateau cette fois-ci. Le producteur déclenche une tempête sur lui. Il y a de la pluie, il y a de l'orage, il y a des éclairs et tout. Tout est fait. Ils mettent des chiens pour lui faire peur à un moment et tout. Tout est fait pour lui faire demi-tour. Et à la fin, ils essaient limite de le tuer pour essayer de lui faire demi-tour. Et à la fin, il rentre dans le décor. Il comprend qu'il y a un décor et le film se termine comme ça, spoiler alert. Et il rentre dans l'escalier et il voit la porte, il fait « Allez, ciao, je me casse ». Et il se casse. Et il réalise son rêve. Et tout avait été fait pour qu'il réalise pas son rêve. Les orages, la tempête, on lui a mis des trucs dans la tête, des peurs, des trucs, des croyances limitantes, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Mais il a la photo de la nana et la carte des Fidji et il la regarde tous les jours et c'est son rêve. Et même si on le tire loin de ses objectifs, lui c'est sa bucket list, il veut le faire et à la fin, il n'y a rien de plus fort que ça en fait. Il y a une chose contre laquelle toutes les armées du monde ne peuvent rien, c'est une idée dont l'heure est arrivée. C'est Victor Hugo qui dit ça. Et si tu as quelque chose de concret, d'écrit et tout, peut-être tu vas laisser passer un jour ou 2 jours, mais tu finiras par réaliser tes rêves et tes plans. Complètement, je suis aligné avec. Comment est-ce que tu progresses, Stéphane? Comment est-ce que tu progresses? Est-ce que tu progresses? Ouais, tous les jours. Moi, c'est en fixant un peu ces objectifs à tous les niveaux. Alors déjà, j'ai le marathon de New York dans 2 mois, donc j'essaie de faire un peu attention à ma ligne. et en fait, c'est intéressant parce que quand tu cours, en fait, il y a plein d'exercices pour t'améliorer pour un marathon. Tu fais du fractionné, donc fractionner, c'est très dur. Le fractionné, en fait, tu cours à des vitesses extrêmement élevées pendant peu de temps. Genre, tu vas faire du 14-15 km/h, ce qui est beaucoup pour moi. Alors, il y a peut-être des gens qui vont rigoler, mais tu cours sur 1 ou 2 km, 14. Tu pousses ton cœur là où il n'a pas l'habitude d'aller pour te donner plus d'aisance sur un marathon à des vitesses plus réduites. Donc, tu te fais mal. C'est pas facile, mais tu te challenges, tu te secoues finalement pour devenir quelqu'un de meilleur sur ce terrain-là. Et c'est marrant parce que souvent les gens disent il y a beaucoup de choses qui sont dures, mais souvent après les choses qui sont dures, il y a des choses qui sont agréables. Et le marathon et l'entraînement à la course, ça en fait partie. Donc, pour répondre à ta question, j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur à travers la lecture. Je me suis fixé un objectif, alors c'est pas beaucoup, mais je lis un livre par mois. Je me rends compte que personne ne lit aujourd'hui dans mes équipes. Les gens lisent genre 1 livre par an ou 2 livres par an. Alors la lecture, en fait, c'est la muscu pour le cerveau. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est bien musclé, qui est fit, etc. Il a fait des heures à la salle. Et c'est pareil, en fait, pour un livre. C'est-à-dire que plus tu lis, plus tu es érudit, plus tu es éclairé, plus tu as de la créativité, plus tu vas vite, etc. Et tu peux pas ne pas lire, au moins dans ton secteur. Les gens, moi, je leur donne à mes équipes des livres dans le business. Ils disent, j'en ai pas besoin, je suis un bon commercial. Et je leur dis toujours, imagine demain, tu as un chirurgien qui doit t'opérer. Et le mec te dit, j'ai rien appris depuis que je suis sorti de médecine il y a 40 ans. Est-ce que tu as envie qu'il t'ouvre la tête ou qu'il t'ouvre le bras? Non, tu dis non. Moi, je veux quelqu'un qui soit formé en continu, qui soit au courant des dernières techniques. Et c'est pareil. Donc, lire, c'est important. C'est bateau de dire ça, mais c'est important. Faire du sport, c'est important pour rester en forme. Aider les autres, c'est important. Être ouvert aux autres, c'est important. Pas que les aider, mais en rencontrant du monde, les gens me disent, mais tu passes ton temps à recevoir des entrepreneurs, mais ils me nourrissent aussi. Ils me challenge. Et voilà, tout le monde n'a pas l'idée du siècle, mais même si c'est pas l'idée du siècle, ça te challenge, ça te donne un marqueur sur ce qu'est la société aujourd'hui. Et c'est vachement important. Donc voilà, il faut rester au contact de ce qui se fait, il faut rester ouvert. Et il faut être audacieux. Il faut se dire, mais est-ce que ça, finalement, ça pourrait pas être une idée, ça pourrait pas être un business, ça pourrait pas être quelque chose qu'on fait. Donc, avoir l'audace de transformer, c'est l'innovation, finalement, des inventions en innovation, les mettre sur le marché, tenter des choses. Voilà, et avoir l'audace. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées. Moi, tous mes amis, mes proches, tout le monde a des bonnes idées, en fait, quand tu regardes bien. Mais après, il faut se lancer. Et en fait, il y a peu de gens qui se lancent. Et le nombre de copains à moi qui m'ont dit, mais Facebook, c'était mon idée et tout. Ok, tout le monde a eu l'idée de Facebook. Moi, j'avais créé un business plan 2 ans avant Facebook qui s'appelle Anabazoo, qui est Facebook, en fait. C'est-à-dire que j'ai encore le document, je pourrais te le montrer. Réseau social, alors tu as les groupes, tu as les sociétés, c'est très proche. Sauf que je suis pas Mark Zuckerberg, j'ai pas lancé le truc, j'ai pas vraiment lancé, j'ai pas été jusqu'au bout de mon aventure. Donc souvent la différence, on idéalise beaucoup, on déifie les créateurs et tout, ils ont forcément un talent, mais
Surtout, ils ont le talent de s'être lancés et d'exécuter. Et en fait, j'écoutais un podcast hier sur Pierre-Édouard Stérin, celui qui a créé Smartbox, qui est une très grosse réussite. Les box, les coffrets cadeaux. Oui, exactement, Optium Capital. Et en fait, il dit on s'est tous plantés. Lui, il s'est planté 3 ou 4 fois avant de se lancer. Et en fait, les gens ont peur de se planter. Mais en fait, il faut leur dire qu'ils vont se planter et que c'est une bonne chose en fait. Et en fait, plus tôt ils se plantent, mieux c'est parce qu'ils apprennent beaucoup. Et moi, je dis souvent, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, lancez-vous pendant que vous êtes étudiant, pendant que vous êtes lycéen, parce qu'on n'attend pas autre chose de votre part. Et donc, tu n'as pas la pression sociale. C'est-à-dire quand tu vas dans des dîners, on va pas te dire ta boîte elle en est, on te dit bah alors les études, le lycée, je sais pas, le bac, t'en es où? Quand tu es dans un dîner de famille, on va te dire alors les études, on va pas te dire ta boîte où ça en est. Donc, tu as une protection psychologique. C'est vrai que quand tu te lances après, c'est plus dur parce que quand tu es entrepreneur, on te dit à chaque fois, alors ta boîte, ça en est où? Alors que ça prend beaucoup de temps, ça prend 2, 3, 4 ans et c'est pas facile. Moi, au début d'Excelsior, pourtant j'avais une certaine assise, mais on n'a pas gagné un seul euro pendant 6 mois et on était en perte sèche. Et c'était bien parce que j'aime bien voir les choses en grand. J'ai fait une soirée au VIP Room, on a emmené tout le monde en Arizona. Les gens m'ont pris pour un coco, quoi. Ils m'ont dit, Stéphane, il fait n'importe quoi avec son argent, il va à sa ruine. Et c'était pas simple parce que finalement, l'argent rentrait pas et il sortait. Il y avait une espèce d'hémorragie. Mais j'ai cru au projet, je savais on finirait par délivrer. En tout cas, j'ai tout fait pour. Après, on est dans une boîte de service, donc avec la confiance de quelques clients, ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà. Dans mes conseils, soyez audacieux, lancez-vous, plantez-vous, relancez-vous, replantez-vous, apprenez de vos erreurs, fréquentez aussi les bonnes personnes dans les conseils qu'on peut donner. Moi, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup dans mon équipe, c'est vraiment, je le considère un peu comme mon petit frère, et je lui dis souvent, regarde tes fréquentations. Il y a un autre podcast que tu connais, Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, j'ai fait un de ses épisodes, il dit, son générique d'intro, c'est « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus ». Autrement dit, si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, il faut changer de pièce. Alors ok, tu as tes copains, tu as tes potes, tu les adores, ils sont drôles, ils te font marrer, ouais, ok, mais si tu veux t'élever, il faut parfois changer d'univers. C'est triste, c'est pas marrant, alors tu peux garder tes potes pour les voir le samedi soir et manger une pizza, c'est cool, mais il faut changer d'univers. Moi, j'ai la chance de fréquenter beaucoup de cercles d'entrepreneurs, de dirigeants, et c'est un accélérateur exponentiel. Quand tu vois des gens qui l'ont déjà fait, c'est incroyable. C'est comme quand tu fréquentes des gens qui ont déjà fait un marathon. Ils peuvent t'en parler, ils l'ont fait. Et là, c'est pareil. Et ça te donne l'envie, ça te tire. Et tu dis, mais s'ils l'ont fait, mais moi, je peux le faire aussi. Et ils vont te donner des conseils. Donc, fréquentez les gens que vous admirez. Trouvez des mentors. Moi, j'ai plein de mentors, des gens qui me conseillent, des gens qui ont été jusqu'au bout. Alors, j'ai la chance qu'ils me conseillent, mais voilà, des Xavier Niel, des Patrick Drahi et tout. C'est une chance, quoi. C'est vraiment, ils donnent de leur temps, ils donnent des conseils amicalement et non, c'est cool. Donc, revoir ses fréquentations, ça veut pas dire faire un trait sur tous ses potes, mais peut-être mixer ses potes avec des gens aussi qui vous inspirent. Et écouter des podcasts, c'est aussi une manière aussi d'avoir des mentors parce que vous inspirez des autres. Mais la conclusion, c'est que la réussite laisse des traces. La réussite laisse des traces. Donc, quelqu'un qui a réussi, on voit derrière lui là où il a marché, parlez avec lui, écoutez ce qu'il a dit, challengez-le et à un moment ou à un autre, ben voilà, vous ferez comme lui. Et en tout cas, vous gagnerez à fréquenter, je pense, ces gens-là, quoi qu'il arrive. Et il y a des études sociologiques qui ont été faites sur le fait qu'il y a des gens dans certains quartiers qui s'en sortent moins bien. C'est pas parce qu'ils sont moins intelligents. C'est juste que quand tu fréquentes des gens qui n'ont pas ces ambitions, qui n'ont pas ces ouvertures, qui visent pas ces endroits, ben forcément, on leur dit que c'est pas possible ou on leur a jamais dit que c'était possible. Alors que quand t'es que des copains ou les parents ou même eux se disent bah moi j'y vais, j'ai peur de rien, j'y vais, ça te conditionne différemment. Quand tu as des parents, moi j'ai eu la chance d'avoir un père et un grand-père entrepreneurs, c'est très fort parce que tu marches dans leurs pas aussi. Et tu dis ils l'ont fait, donc je le ferai et je vais prendre des risques, je suis un fou. Alors que quand tu as deux parents fonctionnaires, c'est plus compliqué, qui t'ont peut-être dit prends moins de risques ou prends un job un peu rangé. Donc les fréquentations, c'est très important et voyez qui sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus, tout simplement. Yes. Tu aurais un regret à nous partager, un de tes plus gros regrets, en tout cas ce que tu peux partager? Peut-être le regret au niveau de ma vie, mais c'est très personnel. Moi, c'est pas d'avoir, tu sais, on a parlé de Robin des Bois, qui avait été un peu avorté pour moi avant l'heure, c'est de pas avoir réalisé un projet dans l'entertainment plus important. Mais après, ça fait partie de ma vie d'après, donc dans 5 ans, dans le pipe, ils le savent chez Excelsior, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans,
je ferai un projet dans ce secteur-là parce que c'est ce qui. Et d'ailleurs, j'essaie de mettre un peu d'entertainment. On fait des clips ici. Ça te ressemble trop, franchement. Et j'adore. Je pense être fait pour ça. Je pense que ma petite valeur ajoutée sur Terre, elle est dans ce secteur. Je sais pas où, mais elle est là. Il y a les soufis. Je sais pas si tu connais les soufis. En Afrique subsaharienne, ils disent on est tous là pour jouer dans notre vie une partition. Et il n'y a rien de plus tragique que de quitter ce monde sans avoir pu jouer cette partition. Et moi, ma partition, je pense que c'est de faire ça. Et j'aimerais la jouer avant de pouvoir arriver à la fin du voyage. Donc, mon seul regret, mais c'est pas un regret parce que c'est un projet, c'est de refaire quelque chose de sympa, peut-être un film, peut-être un spectacle musical. Et ça viendra à un moment ou à un autre. Après, voilà, Excelsior, je vais pas me plaindre. On a une croissance de dingue. Je m'éclate. On a des équipes de malades. Et je m'amuse. Tu as vu, je mets la musique que je veux. Ça chante, ça danse. C'est vraiment une ambiance plutôt incroyable que j'ai voulu. Cette boîte, c'est vraiment une extension de moi-même. D'ailleurs, on dit souvent que les forces d'Excelsior, c'est mes compétences. Je suis pas fort partout. Je suis pas bon en finance, en fiscal, en droit. Mais moi, mes forces, c'était le bizdev, le marcom, marketing, communication et la force du réseau. Et quand tu regardes Excelsior, c'est un petit peu ça. Les forces d'Excelsior, c'est le sales. On est des bons sales. On est bon en marketing et en communication, en événementiel, et on a un réseau ultra puissant. Voilà, donc et un conseil aussi. Alors, je sais que on rajoute toujours des trucs, mais quand j'ai monté Excelsior, j'ai pris une feuille de papier, je me suis dit qu'est-ce que faisaient mes associés que je ne faisais pas, et où sont les compétences en fait que j'ai pas. On n'est pas bon partout, et moi voilà, tout ce qui est finance, fiscal, droit, lecture des contrats, j'étais pas bon et j'ai recruté quelqu'un pour faire ça. J'ai dit voilà, je sais pas le faire et je ne veux pas le faire. Et d'ailleurs, je vais même te dire quelque chose. Donc, on va faire peut-être 12 millions d'euros de chiffre d'affaires avant la fin de l'année. J'ai jamais été sur le compte bancaire d'Excelsior. J'ai pas les codes. Je saurais même pas te dire. Peut-être les codes si je les retrouve d'il y a 3-4 ans et encore ça a dû changer. J'ai pas les codes. Alors après, on fait des reportings réguliers, mais je n'ai jamais été sur les comptes. Je parle avec les banquiers, mais ça montre un petit peu le niveau de confiance. Alors c'est mon père qui gère le back office, donc il y a pas de souci. Les intérêts sont alignés, il va pas se faire débaucher et tout. Mais tout ça pour dire que il est dans la boucle. Il est dans la boucle, c'est le CFO. Je l'ai recruté et c'est mon sparring partner. C'est plus qu'un recrutement, c'est mon sparring partner. Je fais le front office, il fait le back et non, mais c'est super parce que finalement j'ai une confiance aveugle. Ça se passe très bien et surtout, je veux pas avoir affaire à ça. Moi, je marque des buts et lui, il compte les points. On peut pas faire les deux en fait. Si ça se trouve, il kiffe parce que c'est son métier. Oui, il est bon là-dedans en plus. Il est ultra rigoureux. C'est un directeur de la trésorerie et en plus, c'est le shérif dans la ville parce que lui, voilà, c'est la génération d'avant. Si la moyenne d'âge, on est aux alentours de 28-30 ans. C'est le bad cop quand je suis le good cop et non, c'est une équipe qui fonctionne très bien. Je suis super content. C'est vraiment, et en plus, j'ai la chance de passer maintenant plus de temps avec lui que j'en passais avant. Et on n'a pas tout, ce que je disais il y a pas longtemps sur LinkedIn, mais on n'a pas tous les jours la chance de dire je t'aime à un de ses collaborateurs ou partenaires ou associés ou comme on l'appelle comme on veut. Trop stylé. Du coup, c'est quoi ta plus grande fierté? En tout ou professionnel? En tout, je sais que tu vas me parler de tes enfants. Ce serait malvenu de pas parler des enfants parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 2 enfants, je suis fan d'eux, ils me donnent un bonheur qui est incroyable. J'essaie de trouver du temps pour eux. J'essaie de ménager un peu mon planning quand même pour les voir. Alors ça peut paraître bizarre et bassement matérialiste, mais j'ai des slots dans mon agenda avec les déjeuners pour mes enfants et tout. Mais sinon, en fait, je le fais pas et je veux que ça ait du temps. Il faut pas avoir honte de ça. Moi, j'ai écouté Tony Parker dans un podcast qui en parlait justement avec ce qu'il fait, avec ce qu'il faisait à l'époque. Il était hyper actif, il n'avait pas assez de temps à passer avec ses enfants, mais ce qu'il privilégiait, c'était des moments de qualité. Ok, on va pas se voir tous les jours, mais si c'est 1 heure de temps qu'on a à passer ensemble, c'est du temps choisi, c'est pas du temps subi. En fait, on se rend compte, il n'y a pas de distraction. Je suis avec toi à fond pendant 1 heure. Tu as choisi ce moment. Et c'est pour toi. Et même avec ta femme, avec tes parents, c'est très important de choisir le temps. C'est-à-dire que ce soir, je vais rentrer, oui, il y aura mes enfants à la maison et il y aura ma femme. Est-ce que je vais les voir? Oui, je vais les voir visuellement. Mais c'est pas du temps choisi. C'est-à-dire que je serai fatigué de ma journée, ils seront fatigués de la leur. C'est pas un moment où on s'est donné rendez-vous. C'est un moment, quoi qu'il arrive, ce moment-là. Et il y a une grosse différence. Alors que si, dans ton agenda, tu as choisi un moment, tu dis à ce moment, on va kiffer, on va faire un super. Moi, je mange une pizza avec mes enfants toutes les 2-3 semaines à peu près. C'est notre moment, c'est un moment choisi et c'est super, quoi. Et donc, ouais, choisir ces moments avec les proches, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, c'est dans l'agenda, donc ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, c'est super important. Et sinon, la vie, elle passe trop vite. Et donc, ouais, la fierté, c'est ça. Alors, fierté numéro 1, ouais. Mon mariage aussi. Mon mentor, Brian Tracy, il m'a dit, je lui ai dit, parce qu'il a écrit des centaines de bouquins, c'est le meilleur coach au niveau mondial.
énorme réussite. Et je lui ai dit, c'est quoi le secret du succès? Toi qui as écrit tellement de bouquins, c'est quoi le secret du succès? Et il m'a regardé, on était en train de dîner tous les deux et il me fait, Stéphane, je sais pas. Il s'est arrêté. Il a pensé comme ça et il me fait, le secret du succès is to have a good marriage, d'avoir un bon couple, un couple qui tient la route. Et je fais, tu peux développer. Il me dit, avoir un bon mariage, c'est sans doute la clé de la réussite parce que sans ça, les autres réussites sont pas possibles. Si t'as pas un bon mariage, c'est les fondations en fait. Et si tu as un mariage qui se passe mal ou si tu es tout seul dans la vie et tout, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Alors peut-être qu'il y en a qui s'en sortent très bien sans ça. Tu vois des hommes d'affaires qui ont 48 femmes et qui ont divorcé 200 fois et je sais pas. Mais moi, en tout cas, je dis souvent à ma femme qu'elle constitue mon équilibre et c'est super important. C'est vraiment super important et on s'éclate et on rigole et ça peut être mal vu d'entendre ça, mais c'est ma partenaire de vie. C'est partenaire de vie, c'est partner in crime comme on dit. Ouais. Et c'est cool. Et donc il y a ma femme, mes enfants et tous les projets jeunes. C'est pas du tout de la prétention, mais professionnellement, ça fait du bien de réussir. J'ai commencé par échouer au début de cette aventure. Si on avait fait un zoom sur les 6 premiers mois, j'ai échoué dans plein de projets. On en a parlé, mais il y a plein de projets dont j'ai pas parlé où j'ai échoué. C'est cool quand tu marques des buts et quand tu gagnes des matchs aussi. Et c'est pour ça que je donne tout dans cette aventure. Et moi, je rentre dans l'arène, je fais des deals et tout. Il faut, de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu aimes gagner. Tu aimes gagner, c'est important. Et c'est pour ça que dans mes équipes, il n'y a pas d'équipe B en fait, il n'y a qu'une équipe A. L'an dernier, on est à Dubaï. Quand on a emmené un séminaire, c'était un coup assez important. On emmène tout le monde à Dubaï. C'est beaucoup de monde, c'est des beaux hôtels. Et Michel, donc, qui gère la caisse chez nous, il m'a dit, tu devrais diviser l'équipe en deux. Et ceux qui n'ont pas fait les objectifs, tu les emmènes pas à Dubaï. Et tu emmènes que ceux qui ont performé. Je dis, mais moi, je veux pas que ça fonctionne comme ça, en fait. Je veux on n'ait qu'une seule équipe et que ce soit l'équipe qui marche. Je veux pas d'équipe B, je veux pas d'une équipe à deux vitesses. En plus, avoir une équipe B, ça nivelle vers le bas. A people choose A people, B people choose C people. Moi, je veux que des A. Alors, tu peux laisser un temps d'adaptation, il n'y a pas de souci, mais je veux que des gens. Sinon, finalement, ça va être... Et tout le monde n'est pas forcément fait aussi pour... et tout le monde n'est pas... Et moi, tous les gens... Et c'est pas mauvais, il y a des... En plus, il y a rien de personnel. J'ai reçu Ludovic sur le podcast. Il y a, il y a une façon d'accompagner, par exemple, ceux qui sont pas faits en prenant un parcours de chance. Et pour. Bien sûr. C'est pas. Et je vais te dire pire. On va pas forcer les gens à rentrer dans un truc où ils sont pas. Et quand ça se passe mal, moi, je me suis séparé de plusieurs collaborateurs. Alors, la chance, c'est qu'on n'a jamais personne qui a démissionné depuis le premier jour d'Excelsior. Depuis maintenant 3 ans, il n'y a personne qui a démissionné. Mon père dit c'est parce que je suis trop sympa, je sais pas, mais en tout cas, c'est qu'on traite peut-être bien les gens. Mais tous les gens qui sont partis de l'aventure, on s'entend super bien avec eux. C'est juste que ça le faisait pas, s'ils étaient peut-être pas faits soit pour cette boîte, je le conçois tout à fait, soit pour bosser avec moi, ce que je conçois aussi, soit pour le job. Après, il y a des gens qui ont pris ce job et qui sont pas faits pour ça. Mais les gens qui ont, voilà, si tu regardes sur LinkedIn, les likes qu'on a souvent, c'est des anciens collaborateurs. On s'est séparés d'eux. Et je vais même te dire mieux, il y a même une collaboratrice que j'adore, qui fait partie de l'équipe initiale d'Excelsior. C'est une copine, on s'entend super bien. Après avoir quitté l'aventure, tu peux te dire, bon, on se reverra plus jamais, c'est fini. Elle m'a appelé 6 mois plus tard, elle me dit, Stéphane, est-ce que je peux organiser mes fiançailles dans tes bureaux, dans les bureaux d'Excelsior? Est-ce que tu as déjà vu ça dans l'histoire? Le design. Elle m'a dit ça, alors que l'aventure, c'est professionnellement pas terminé comme on aurait voulu. Tu peux te dire, on se reverra plus jamais. Ouais. Elle m'a rappelé, elle me dit, Stéphane, est-ce qu'on peut je peux faire mes fiançailles chez Excelsior? C'est pour te dire qu'on garde un lien très fort. Voilà, on attend des résultats. Mais voilà, quand ça se passe pas, ça se passe pas. Il y a beaucoup de gens ici, voilà, et qui sont pas encore au niveau qu'on est en train de faire monter en puissance. Je leur souhaite de rentrer dans le moule avec nous, parce que voilà, on vit une aventure extraordinaire et que les années qui arrivent sont les meilleures années pour nous. Ouais. Là, enfin, on a la tête. Pendant les premières années, je serrais en disant, faut qu'on soit rentable et tout. Là, on est rentable. On a une année qui va être exceptionnelle. On a des projets de dingue. Tout l'argent qu'on gagne, il va être redistribué aux équipes et dans des nouveaux projets. Tous les millions qu'on va peut-être gagner, Alors, on a mieux que ça. Parce que je voulais quand même garder le contrôle de la boîte, mais je voulais que les gens aient une sorte de bénéfice à la fin de l'année. Un des contrats qu'on a avec les collaborateurs, c'est les dividendes de l'engagement. Il y a 20% de l'EBIT de l'entreprise qui est reversé aux collaborateurs. T'imagines? Ametix, dernière année, c'était 5 millions. Donc, c'était 1 million d'euros qu'on reverse à quelques collaborateurs. Donc, l'année dernière, c'était quelques centaines de milliers d'euros qu'on a reversés. Bon, j'ai pas reçu beaucoup de mails de remerciements, c'est pas grave. J'ai reçu un mail de remerciement sur peut-être 40 personnes, c'est pas grave. J'attendais plus, mais c'est pas grave. Non, mais c'est cool. Et je leur ai dit, si ça marche, ça marchera pour tout le monde. Et si un jour la boîte est vendue, il n'y a pas de projet de vente, mais si la boîte est vendue,
les gens qui ont été cruciaux dans cette aventure auront leur part du gâteau. Je me souviendrai toujours de cette histoire, c'est George Clooney. Il a mis du temps à percer à Hollywood et il a mis du temps à avoir des bons rôles. Et bon, voilà, il a bien réussi. En plus, il a gagné beaucoup d'argent avec Casamigos, la tequila. Et il a réuni en fait à un moment dans un dîner 10 de ses potes, autour d'une table, 10 ou 12 de ses potes, tous les gens qu'il avait aidés à Hollywood quand il n'était pas encore George Clooney. Et il a réuni tout le monde autour de la table. Il dit voilà, si je vous ai réunis, c'est que je vous dois beaucoup et j'en ai conscience aujourd'hui. Et grâce à vous, j'ai atteint un certain statut à Hollywood et j'ai des projets géniaux. Mais sans vous, toi, tu m'as hébergé sur ton canapé quand je venais d'arriver. Toi, tu m'as passé de l'argent. Toi, tu m'as permis de rencontrer mon agent. Et tous autour de la table, vous avez été instrumentaux dans ma réussite. Donc, il y a une valise qui est sous votre siège avec $1 million chacun et c'est ma manière de vous remercier. Wow. C'est ouf. Et alors, t'as un mec, ils avaient tous plus ou moins bien réussi. Je crois que c'était, je sais pas, c'est Matt Damon ou je sais pas qui. T'as un mec qui a dit, c'est gentil, garde ton argent, j'en ai pas besoin. Alors après, George Clooney a dit, bon, si lui le prend pas, personne ne prend la valise. Et du coup, il l'a pris. Et cette histoire, elle est connue. Alors du coup, ils l'ont tous pris. Mais moi, je suis un peu, alors je sais pas, ce sera $1 million. Mais l'idée, c'est que tous ceux qui ont été clés dans l'aventure, c'est un rapport. En fait, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on est là pour bâtir une aventure. C'est comme les clients. Là, les auditeurs voient pas ni en vidéo ni en audio, mais toi, tu vas le voir. Là, tu as le Wall of Fame. C'est tous les gens qui nous ont fait confiance depuis le début de l'aventure. Quand on n'était pas Excelsior, ces gens-là. Donc, tu as des belles sociétés, des beaux cabinets de conseil, des grands groupes, des banques, etc. Ces gens-là nous ont fait confiance au tout début quand les gens te font le moins confiance. C'est-à-dire que c'est tout au début, la boîte vient d'être créée, Stéphane Boucry s'est remonté un truc tout seul et tout. Et ces gens-là ont limite pris des balles pour faire avancer notre boîte chez ces clients-là. Et donc, on leur doit tout et on a fait un mur. C'est la patrie, les grands hommes, la patrie reconnaissante pour les grands hommes, c'est un peu ça, c'est le Panthéon où on a mis finalement ce mur de la reconnaissance, le Wall of Fame, pour montrer que ces gens-là, on leur doit tout. Et c'est un rapport de confiance. Et ces gens-là, moi, s'il faut trouver un stage pour un enfant, s'il faut trouver un bon plan, s'il faut aider, ils savent que c'est illimité. Parce que je leur dois, cette boîte, elle leur doit beaucoup. Sans ces gens-là, Excelsior n'existe pas, en fait, sans tous ces gens-là qui sont sur le mur. Donc voilà. Je terminerai par un proverbe qui dicte la vie de cette boîte. C'est un proverbe tunisien que mon grand-père disait souvent, c'est « D'abord, tu travailles pour ton nom et ensuite, ton nom travaille pour toi. » D'abord, tu travailles pour ton nom et ensuite, ton nom travaille pour toi. Et c'est ça qui dicte un petit peu la philosophie de cette boîte parce qu'on travaille toute la journée pour notre nom. On est une jeune entreprise, 3 ans, etc. Les gens qui nous font confiance, on a tout fait pour qu'ils nous fassent confiance. Et après, maintenant, c'est la partie la moins difficile. Peter Thiel, celui qui a cofondé PayPal et qui a financé Facebook, il a écrit un bouquin très connu, From Zero to One, de 0 à 1. Le plus dur, c'est de passer, c'est pas de faire de 1 à 100 ou de 1 à 1000, c'est de 0 à 1. Et il a raison. Et il y a beaucoup de gens qui rigolent, il y a des blagues qui disent c'est le premier million qui est difficile, ou le premier milliard maintenant qui est difficile. Mais en fait, ils ont raison, parce que le premier million, il est très dur à avoir, mais le deuxième, il est inévitable. Quand tu as fait de 0 à 1, c'est bon, tu es câblé. Et c'est beaucoup plus facile. Et c'est comme les marathons. Moi, pourtant, je sais que je suis un peu bedonnant, mais je fais mon 9e marathon. Mais le premier, c'était le plus dur, parce que tu sais pas où est la fin, en fait, tu cours, tu sais pas où est la ligne d'arrivée. Et là, j'y vais confiant à New York dans 2 mois, parce que, en fait, je l'ai déjà fait. Et donc, quand je sais au 28e kilomètre au mur, je dis, mince, je vais jamais y arriver et tout. Je vais faire, si, en fait, tu l'as déjà fait. T'inquiète pas, tu l'as déjà fait. Donc, dans ta tête, t'as déjà fait le tour. Yes, voilà. Donc, les bouquins, tu as dit que tu en lis un par mois. Ouais, un par mois. Ouais, ce mois-ci, je lis Start with the Why de Simon Sinek. Cet été, j'ai lu Skin in the Game de Nassim Nicolas Taleb. Très bien. L'auteur de Antifragile et de Black Swan, dont on parle beaucoup en ce moment. J'ai lu L'Ange Exterminateur. À chaque fois ce bouquin. Ouais. Nassim Nicolas Taleb, c'est pas simple en anglais, alors que le type est francophone. J'aurais dû acheter le bouquin en français. Ah, il y a une version en français. Ouais. Pas simple. J'ai eu L'Ange Exterminateur, qui est un pavé, qui est la biographie non autorisée de Bernard Arnault, mais qui s'arrête en 2000 et qui montre un peu comment Bernard Arnault est devenu Bernard Arnault, donc pas mal du tout. J'ai lu Miracle Morning encore, je l'ai relu, j'essaie de m'y remettre, qui est un livre un peu pratique. Là, je lis la bande dessinée Un monde sans fin de Jean Covici. Et j'ai 300 bouquins qui m'attendent. Ah ouais. Achetez plus de bouquins d'ailleurs que vous pouvez en lire, parce que ça, c'est Yuval Noah Harari qui apprend ça. En fait, il y a plein de bouquins qui ne plaisent pas. Pression. Exactement. Et quand un bouquin vous plaît pas, n'hésitez pas à le balancer après 10 pages ou à le donner à quelqu'un d'autre, parce qu'il faut pas que ça frustre en disant je suis bloqué sur ce bouquin. L'idée, c'est de tourner, et c'est comme un sport. Si ça vous plaît pas, vous faites un autre sport et y a pas de mal.
Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la mer? Bouteille à la mer, c'est allez-y, foncez, soyez généreux avec les autres, soyez gentils avec les autres, parce que c'est le seul moyen pour que la chaîne fonctionne en fait. Et contactez-moi si vous avez des bonnes idées de business ou si vous avez besoin d'un investissement ou d'un conseil. stéphaneboucris@gmail.com ou sur LinkedIn, Stéphane Boucris. C'est la question que j'allais poser. N'hésitez pas. Généralement, je réponds, à part si c'est pour me pousser une publicité, mais si c'est pour un conseil, un coup de main, je trouve toujours du temps. Et si c'est pas le jour J, c'est 2 jours après. Si vous avez besoin, voilà, de quoi que ce soit, même de locaux, on a des super locaux, voilà. Les gens, ils peuvent t'envoyer des. Bien sûr. On dit, c'est très rare qu'on dise non, parce que tout simplement, voilà, don't do evil, comme ils disent chez Google. On est là pour que la balle, elle tourne. Et voilà, le conseil, c'est se lancer, se planter, c'est pas grave, se relancer, apprendre de ses erreurs et voilà, et essayer de rendre le monde un peu meilleur. Moi, ça fait partie de mon life plan de cette année. J'ai des objectifs aussi en termes d'empreinte carbone. Alors, je prends beaucoup l'avion, mais j'essaie de compenser en ayant arrêté de manger de la viande et tout. Et voilà, et essayer de prendre soin un peu de la planète parce que ça sert à rien de préparer le futur s'il n'y a pas de futur. Donc, c'est important de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout simplement. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est quelqu'un qui se bouge tous les matins pour réaliser ses rêves. C'est ma définition, elle est propre. Mais un débrouillard, c'est quelqu'un qui attend pas que les autres l'aident, parce que les autres l'aideront pas finalement. C'est quelqu'un qui se prend en charge, qui se prend en main. Et en fait, les autres pourront t'aider ponctuellement à réaliser tes rêves, tes objectifs, et tu auras plein d'anges bienfaisants sur ta route. Mais en gros, tu es seul maître de ton destin et tu es le principal maître de ton destin. Et les autres chacun pense à soi et c'est normal aussi, les autres pensent chacun à eux. Donc, tu es maître de ta réussite, maître de ton destin. Prends-toi en main, comme disait la chanson. Et surtout, voilà, débrouillard, c'est fonce, vas-y, te pose pas de questions. Et il y a des claques qui vont arriver, des caresses et des claques, c'est notre pain quotidien, mais c'est pas grave, fonce. Et la fin du marathon, elle est super sympa sur la ligne d'arrivée et je te donne rendez-vous là-bas. Merci beaucoup, Stéphane. C'était un plaisir. J'ai pris beaucoup. On a mis un peu plus long que prévu, mais je te remercie franchement beaucoup de learning pendant cet épisode. On a hâte de voir comment tout ça va avancer. Je vais mettre en description tous les liens épiques qui permettent de te contacter sur LinkedIn ou par mail. Merci. Merci à toi, à très vite. Ciao.